Salut tout le monde, c'est Yann Sénéchal. On est le trio économique. Merci de nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast maintenant. C'est maintenant seté. On est également sur YouTube. Et évidemment, si vous voulez nous voir 4 semaines avant tout le monde, allez sur Patreon. C'est là vraiment que vous allez avoir tout en temps réel de notre côté. Fait qu'on essaie d'être le plus intemporel possible. Vous allez voir des fois, et ça se peut que vous trouvez qu'on est un peu en retard d'un mois dans nos actualités quand on en fait un petit peu. C'est que c'est les gens sur Patreon qui ont la version immédiate. Aujourd'hui, on voulait décoller avec Frank, qui nous a sorti une étude que j'ai lue avec beaucoup d'attention. Non, j'attends qu'il fasse le résumé, puis je vais dire ma shit comme d'habitude. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est une étude dont j'ai déjà parlé, moi, dans un de mes des podcasts que j'avais fait pour les gens sur Patreon, que je trouvais intéressante. Ça s'appelle les États moralisateurs. C'est publié sur l'Institut Molinari, que probablement des gens qui nous suivent connaissent, là, qui est un genre de think tank aussi. Juste deux, ils ont du matériel quand même que je dirais là, libéral classique là, dans leur type d'études. Mais dans le fond, ils ont fait une étude sur 30. Ils ont fait une étude sur 28 pays de l'Union européenne, puis ils ont classé ces pays-là sur 100 par rapport à leur niveau de répression sur trois choses différentes, donc qui est l'alcool, la cigarette et l'autre, c'était, je pense, la cigarette électronique. Puis de ces 28 pays-là, ils ont classé, comme je dis, de 0 à 100 par rapport à très autoritaire, très répressif sur ces produits-là ou très, disons, plus libéral. D'entrée de jeu, il explique dans l'introduction de l'étude, dans la méthodologie, qu'il observe quand même une tendance à la hausse dans tous les pays au niveau de la réglementation, puis qu'il y a quand même un durcissement malgré que, tu sais, on s'en va, ce qui est un peu paradoxal, parce que malgré que sur certaines drogues, par exemple comme le cannabis, on va plus du côté libéral, par exemple par rapport au tabac, depuis quelques années, ont été extrêmement répressifs, même dans des pays où traditionnellement, il l'était beaucoup moins. Donc, le classement, il y a un classement qui est donné. Ça date de 2019, ce que je dis. Donc, je n'ai pas des trucs aujourd'hui, mais pour vous donner un ordre d'idée, la Finlande serait le pays le plus moralisateur de l'Europe avec un score de 49 sur 100, 49,5 sur 100 pour être précis. Des pays, je dirais, qui sont dans le milieu de peloton, si on aurait par exemple le Portugal et la Grèce. Et dans les pays les plus libéraux, là, sur ces aspects-là, on a l'Allemagne et la République tchèque. Qui sont respectivement à 11 et à 13 sur 100. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude que l'Institut Molinari a faite, on observe qu'il n'y a pas de lien en réalité, dans la plupart des cas, entre un haut degré de répression et l'efficacité de ces mesures-là sur, par exemple, la consommation de tabac, la consommation de cigarettes électroniques. Puis, il mesure même l'effet de tout ça sur l'espérance de vie. Mettons que je prends l'espérance de vie, puis je pourrais mettre les graphiques à l'écran pour les gens qui écoutent sur YouTube. La Finlande, qui était, comme je vous l'ai dit, le pays le plus répressif, a exactement la même moyenne la même espérance de vie que l'Allemagne, qui est le pays le moins répressif par rapport à l'usage de ces substances-là. Si on prend, par exemple, le pourcentage de gens qui fument, un des pays qui fait le moins d'attaques ou qui réglemente le moins l'usage de la cigarette, c'est la Suède. Et c'est la Suède qui fume le moins en termes de pourcentage. On parle de moins de 10% des gens qui fument. Puis si on va dans les pays de milieu de peloton, là, je dirais par exemple en Autriche, c'est très peu réglementé et il y a à peu près le même pourcentage de gens qui fument qu'en Hongrie où ça l'est beaucoup plus. Puis, en fait, on peut presque prendre toutes les... j'ai l'exemple de l'alcool aussi. Avec l'alcool, la Finlande, qui est encore très, très réglementée, bien, en fait, il n'y a pas plus de gens qui boivent en Finlande ou moins de gens qu'au Danemark, par exemple, alors que le Danemark, très peu réglementé au niveau de l'alcool, la Finlande, très réglementée. Puis, ça va comme ça à peu près pour... As-tu des exemples, genre, d'une réglementation en Finlande où il n'allait pas si loin que ça dans le papier? Ils ne vont pas excessivement loin, là, je te dirais, au niveau des exemples concrets, mais c'est plus des indicateurs qui ont donné, dans le fond, ils compilent toutes les mesures qui sont données. Mais
Un genre Par comme au exemple. Canada, 21 ans et plus pour boire, c'est plus répressif qu'un 16 ans et plus pour boire ou 18 ans et plus pour Ouais, boire. ben par exemple, pour être plus concret, là, pour répondre à ta question, pour l'alcool, je ne l'ai pas, mais par exemple, pour la cigarette électronique, tu as des pays où dans certains lieux, c'est carrément interdit à 100%, alors que dans d'autres, ça l'est permis. Mais on n'observe pas que cette interdiction-là mène à une diminution de la consommation globale ou du pourcentage de gens qui utilisent cette chose-là. Donc, concrètement, tu as un pays, par exemple comme la Finlande, qui interdit dans certains lieux publics, dans certaines circonstances, l'usage de la cigarette et de la cigarette électronique. Tu as d'autres pays, comme par exemple la Lituanie, qui sont en milieu de peloton, qui n'ont pas ce type d'interdiction-là. Et on observe un pourcentage assez similaire de gens qui consomment ce type de produit-là. Puis l'idée, c'est un peu de montrer que l'approche répressive versus, je dirais, les campagnes de sensibilisation ou, disons, l'information de la population, on n'observait pas que l'approche répressive était extrêmement efficace. Puis là, je la résume, l'étude, je l'ai relue en diagonale là, hier pendant que je vous l'ai suggéré, mais ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai lu, fait que je ne me rappelle pas de tous les détails par cœur. Mais grosso modo, là, si on fait une vue d'ensemble, c'est à peu près ça. Ça porte sur, comme je l'ai dit, 28 pays d'Europe, donc ce n'est pas sur l'entièreté de la boule. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, de voir les grandes lignes de tout ça. Là. Moi, je mets un 10 que Vincent, ça ne te surprend pas 2 secondes. Je ne suis pas convaincu, en fait, parce que dans ces affaires-là, il y a toujours un gros problème de ce qu'on Méthodologie. appelle. Non, en fait, l'indice fait bien du sens en termes de qui est premier, qui est dernier, mais le lien entre l'indice et les résultats sociaux, donc disons l'espérance de vie et tout ça, je ne suis pas super convaincu parce que tu as un problème de ce qu'on appelle causalité inverse. C'est-à-dire, est-ce que ces pays-là ont des États plus moralisateurs parce qu'il y a plus de comportements immoraux, donc on va présumer qu'il y a un jugement de valeur. Est-ce que l'État intervient plus pour la cigarette parce que les gens fument plus, tout simplement? C'est pas la même, c'est pas la relation n'est pas dans la même direction. C'est un peu en fait quand en fait au Québec, je m'ostine souvent par exemple sur les armes à feu, où est-ce que les gens disent les armes à feu causent le crime. Non, 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 c'est peut-être plus le crime qui cause des armes à feu, où est-ce que les gens n'ont pas confiance en la police. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des armes à feu pour eux-mêmes substituer la production de défense. Ici, on a comme une situation similaire où les pays que tu me mentionnes, moi, ce que je vois, c'est peut-être plus qu'ils interviennent parce qu'eux voient qu'il y a peut-être un bénéfice politique à le faire ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument dans ce pays-là ou peut-être, mettons, que tu as un système de santé publique dans ces pays-là. Donc, il y a un plus grand avantage politique à réglementer la cigarette parce que tu te sauves des coûts sur une dépense politiquement plus sensible. Ce n'est pas la même chose. Donc, je ne suis pas très convaincu que c'est la meilleure manière de faire l'argument. Par contre, juste rajouter à ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi que c'est difficile de présupposer de qu'est-ce qui est un effet de. Tu sais, par exemple, la raison pour laquelle en Suède, la cigarette, c'est peut-être que déjà d'emblée, les gens fument moins là-bas pour toutes sortes de raisons. Ça, je le comprends. Par contre, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il montre le glissement en fait, de certains pays au fil du temps parce que à l'époque, j'étais allé fouiller. Ils l'ont fait, je pense, sur quand même plusieurs années, ça. Puis tu voyais clairement que certains États glissaient tranquillement vers une répression par rapport à certains comportements précis, comme par exemple l'usage de la cigarette. Donc, je pense que tu avais un pays comme l'Italie où à un certain moment, il n'y avait pratiquement rien. Et progressivement, on a instauré beaucoup de règlements. Puis, tu vois qu'en fait, ils montent sur le classement de la répression, mais en termes d'efficacité au niveau du pourcentage de gens qui fument la cigarette, il n'y avait pas vraiment de corrélation entre les deux. Tu sais, on voyait que ce pourcentage-là n'avait pas tendance à varier, ou en tout cas, s'il variait, il ne variait pas plus qu'un autre pays qui faisait plus ou moins rien par rapport à ça. Autrement dit, si les gens, mettons, leur propension à diminuer la cigarette, est-ce que c'est un mouvement quand même plus global que, grosso modo, peu importe ce que les pays font, est-ce qu'il y avait déjà dans la population une certaine sensibilisation à dire la cigarette, moi, je trouve que c'est pas bon pour la santé. Donc, peu importe ce que le gouvernement a décidé de faire, il y avait quand même une baisse qui était marquée. Puis on ne voyait pas d'accélération de la baisse en fonction de la répression.
Mais je vais faire une nuance, là, c'est parce qu'on est en train de. On peut voir des États qui deviennent plus moralisateurs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien avec les mauvais comportements sociaux. J'ai ça de dire mauvais parce que c'est comme si je présumais que fumer, c'est une mauvaise chose. Je refuse de faire cette affirmation-là, mais mettons pour les fins de la cause, on va dire, pour simplifier la conversation, que ce l'est. Bien, pour faire l'étape du raisonnement, il y a deux manières de gérer ça. La première, c'est qu'il y a des méthodes statistiques. Et là, je peux faire une sorte de résumé, là, le plus simple. Une des méthodes vraiment les plus simples qui existent, ça s'appelle des variables instrumentales. Où est-ce que tu essaies d'imaginer, tu essaies de trouver une variable qui est corrélée avec ton résultat, mais qui te permet d'éliminer, mais que tu peux dire qui est vraisemblablement exogène. Donc là, tu peux comme éliminer la relation inverse. Un exemple de ça, ça serait par exemple, aux États-Unis, si tu regardes, par exemple, les services de police et la criminalité, mais tu vas trouver que les villes où est-ce qu'il y a plus de police, il y a plus de crimes. Personne ne dirait que la police cause les crimes, right? À première vue, ça ne fait pas du tout. Mais alors, dans ce cas, c'est peut-être parce que les villes ont plus de crimes, tout simplement, donc ils ont plus de police. Alors, comment tu fais pour évaluer qu'est-ce qui est vraiment le vrai effet de la police sur le crime, pas l'effet du crime sur la police? Alors, il y a une manière de faire ça, c'est... Dans ces lois-là aussi, on est dans le 80-20 un peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dans le sens que ça rend... Laisse-moi juste faire l'analogie. Ouais, là, tu vas voir un peu la manière de le faire. Il y a un truc, un chercheur qui est super connu qui avait fait ça. Il avait essayé d'expliquer le nombre de policiers en fonction du nombre de pompiers. Parce que tu dis que si la ville dépense plus pour telle ou telle affaire, elle va dépenser plus ou moins également sur des mêmes problèmes. Mais si elle décide de dépenser 10 fois plus, disons, sur la police, là, tu peux avoir comme une sorte de manière d'éliminer ce qui n'est pas vraiment ce qui reste, qui n'est pas expliqué par le nombre de pompiers, par exemple. Ben, tu l'utilises pour expliquer, disons, la variance dans le crime. Puis là, quand tu fais cette étape-là, ben, tu trouves que la police réduit les crimes. No shit. Right? Mais des fois, c'est qu'il faut que tu trouves une sorte de setup statistique qui te permet d'éliminer et de te centrer sur le lien causal que tu es en train d'essayer de faire. Puis des fois, c'est peut-être pas bon d'y aller avec des données nationales. Puis je pense que c'est là que je veux faire le point. Je pense pas que les États moralisateurs sont très efficaces et qu'ils font des bonnes choses. Parce que des fois, on a des petits contextes dans lesquels on peut voir la causation très clairement, donc sans avoir à trouver des manières indirectes puis chercher par un. Comme je pourrais arriver et dire, les Allemands, mets les lois que tu veux, ils ont Oktoberfest, c'est sûr qu'ils boivent. Non, mais c'est drôle que tu prennes l'exemple de l'Allemagne parce que deux pays, moi je trouve que les statistiques sont assez frappantes, c'est l'Allemagne et l'Irlande. Grosso modo, l'Allemagne et l'Irlande, quand même deux places qui ont des liens quand même assez évidents avec le brassage d'alcool puis la consommation d'alcool. C'est deux pays où ils se consomment en moyenne à peu près le même nombre de litres d'alcool par habitant. Ça, c'est comme ça qu'ils l'ont mesuré. Et l'Allemagne fait partie des pays les plus libéraux par rapport à ça. Et l'Irlande, je dirais qu'ils sont, regarde, sur les 28 pays, ils sont le 5e pays le plus moralisateur sur l'alcool, l'Irlande. Et ils ont quand même le même score que l'Allemagne en termes de litres consommés par habitant sur une moyenne annuelle. Écoute, je pense c'est là qu'il faut que tu tiennes toutes choses étant égales par ailleurs. C'est vraiment ça qui est dur à faire, Vincent, on va s'entendre. C'est ça que des régressions tu essaies de faire quand tu fais ça, là, quand tu fais des tests statistiques de plusieurs acabis qui essayent de tenir toutes les autres variables égales. Mais des fois, il y a des sortes de microcosmes qui sont vraiment cool, qui te permettent de voir bien simplement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme si tu avais une sorte d'environnement où tu avais moins de variables qui bougeaient parce que tu es concentré sur un truc plus focus. Puis là, tu n'as pas besoin de contrôler pour autant de choses. C'est plus direct l'évaluation. Puis là, c'est là qu'on voit généralement les meilleurs signes que les États moralisateurs sont vraiment en fait contre-productifs même. Un exemple que j'aime donner, il y a un article qui est sorti il y a quelques années sur l'effet dans un État américain d'assouplir les heures. Je ne suis pas sûr si c'était les heures de commerce de l'alcool ou si c'était le nombre de consommation. J'oublie le détail, mais c'est un article dans le Journal of Health Economics. Je peux le retrouver en comme 10 minutes. Là. Mais en gros, il trouvait que quand ça avait été libéralisé, la consommation, tu avais deux effets importants. Le premier, c'est qu'au lieu d'avoir tout le monde qui faisait du binge drinking à la dernière minute, les gens échelonnaient leur consommation sur une plus longue période de temps.
Donc, tu avais moins de gens qui sortaient en même temps des bars, donc moins d'accidents Moins violents, d'altercation. moins d'altercations entre des gens sous, mais aussi moins de gens sur la route. Donc, il y avait peut-être la même quantité de gens qui étaient sous au volant, mais il y avait moins de chances qu'un sous au volant mène à un accident parce que justement, tu divisais la consommation sur une plus longue période. Des fois, ça peut être des choses comme ça. Donc, tu vois que l'État moralisateur a comme un effet contre-productif parce que en établissant une règle, les gens altèrent leur comportement et des fois, ça peut être altéré d'une manière qui est contre-productive. Donc, tu contrebalances. Tu dis, ben, c'est parce que je veux réglementer, disons, l'alcool parce que les gens boivent trop, ils posent des accidents sur la route, ça crée des problèmes pour le système de santé. Ben OK, d'accord, mais peut-être que la règle que tu vas proposer va empirer les choses. Ou des fois, tu peux aller dans l'autre direction. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, tu rends les gens responsables de leur consommation de cigarettes? Donc, il y a des articles, par exemple, qui montrent que quand tu dois payer le frais à ton assurance vie, assurance santé de tes primes, de ta consommation de cigarettes, ben, les gens consomment moins. Écoute, je te Donc crois là-dessus parce que pour avoir vendu de l'assurance vie à des gens, un des incitatifs pour plusieurs personnes d'arrêter de fumer, c'est de se rendre compte que la police d'assurance vie, surtout temporaire, parce qu'on le voit moi sur l'assurance permanente, mais sur l'assurance temporaire, la différence de prix entre non-fumeurs et fumeurs est gigantesque. Ah oui. C'est vraiment grand parce que l'assurance temporaire, on parle d'une fraction du prix de ce que l'assurance permanente coûte. Puis c'est tellement frappant que des fois, les prix, ça va être du simple au triple dans certaines catégories d'âge. Souvent, les gens vont faire ça en 2 minutes. Ils vont se dire, attends un peu, là, mais OK, mais juste parce que je fume, mais pourquoi? Puis l'actuaire un peu en dedans de moi dit, ben écoute, tu as carrément pas loin de 3 fois plus de chances de mourir à ton âge, qui sont des chances complètement minimes parce que tu as 32 ans. Ben, en moyenne, les fumeurs vivent quoi, 2 ou 3 ans de moins que les 4. non-fumeurs? Environ 4 ans. Ça ne me surprend pas. J'ai dit, le chiffre, c'était vraiment une intuition que j'avais, mais ça enlève des années de vie, ça enlève de la qualité de vie aussi. Donc, c'est probablement, tu sais, si je devais ajuster pour le nombre d'années productives, là, donc c'est-à-dire dans le sens que tu travailles puis que tu gagnes un revenu, puis que moi, disons, comme assureur, tu es en train de me payer les primes que tu es supposé, les cotisations que tu es supposé me payer. Ouais, parce que ce n'est pas juste le nombre d'années que tu vis, hein, c'est le nombre d'années que tu vis et que tu cotises qui est important pour moi. Oui. Si je faisais genre l'ajustement pour les ça s'appelle Health Adjusted Life Expectancy, Haley. Si je faisais cet ajustement-là, je serais sûr que c'est même plus que 4 ans qui est perdu. Le chiffre que tu me donnes, je vais le prendre comme absolument vrai, c'est probablement plus. Mais l'idée là, de l'État moralisateur, je pense que c'est un autre point que les gens oublient complètement, mais l'État qui vient moraliser, des fois, je me pose la question, à quel degré il a besoin de moraliser plus parce qu'il nous a mis des règlements avant, soit qui étaient contre-productifs, comme le cas de l'alcool que j'ai dit, ou qui a subventionné à toute fin pratique un comportement qui était nocif par le passé. Donc, par exemple, demande-toi la question, ça serait quoi le taux d'obésité, disons, par exemple? On va imaginer que le fast-food, c'est pas une bonne chose. Les McDonald's, c'est pas bien. Manger de la viande, des steaks and eggs tous les jours, c'est pas une bonne chose. Mais probablement que la question, c'est est-ce que les gens consommeraient autant de steak and eggs si, disons, le système de santé n'était pas gratuit et que tu payais pour les risques que tu portais sur ta propre santé, si les risques n'étaient pas collectivisés via un régime dans lequel tu ne payes aucun frais. Mais l'État, après ça, c'est quand les gens disent ben, l'État devrait intervenir parce que les gens consomment trop de cette manière-là. Peut-être, mais si, mettons, tu es en train de me dire qu'il intervient trop parce que en amont, tu l'as encouragé à faire ça, ben peut-être que le problème, ce n'est pas son comportement en soi, c'est le fait que tu l'as encouragé à faire trop de ce comportement-là avec telle ou telle réglementation par le passé ou telle subvention ou tel programme gouvernementaux. Donc, les gens qui me parlent des États moralisateurs, souvent, la manière dont je le vois, c'est que c'est comme une sorte de manière de l'État de venir régler un problème que lui-même a créé. Ben oui. D'une certaine manière. Mais il y a beaucoup de gens, Vincent, qui pensent, surtout des politiciens, là, comme par hasard, beaucoup de gens qui pensent vraiment que nous, les êtres humains, on est comme des genres de bêtes sauvages, là, que s'ils ne sont pas là pour nous protéger contre nous-mêmes, pour reprendre les mots de Denis Coderre, ce charmant personnage, ils pensent que dans le fond, puisque il y a même déjà un représentant d'une patente là, Éducalcool, je pense, il avait dit, Yann, il avait dit à un moment donné en entrevue avec Jeff, parce que la question c'était sur les prix à la SAQ, puis le monsieur sous-entendait que si c'était moins cher,
Ben, les gens, ils seraient sous tout le temps, là, dans le fond. Ben, c'est la base même de la justification, je te dirais, du prix de l'alcool de la SAQ, puis la raison pourquoi on a un monopole public. Je veux dire, il est défendu pour ces raisons-là. Puis on a un prix minimum de l'alcool au Québec. Si vous vous demandez pourquoi c'est tout le temps la Coors Light qui est en spécial versus votre bonne vieille Molson X, c'est qu'elle a 1% moins d'alcool, puis elle n'a pas le même prix minimum que les autres, à cause qu'elle a 1% moins d'alcool dedans. C'est quelque chose que j'avais déjà vu parce que on cherchait tout le temps des propositions politiques à l'ADQ dans le temps, que même Vincent était là, qui était un peu plus populaire. Puis justement, on voulait abolir, par exemple, le prix plancher de l'alcool. Fait que j'avais fouillé un peu là-dessus. Puis j'étais tombé. C'est pas quelque chose d'hyper complexe, les prix planchers de l'alcool au Québec, mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est donc bien ridicule. Puis toutes les rabais d'essence qui viennent quand tu achètes de la bière dans un dépanneur, qui est en fonction de la caisse de bière que tu as achetée, puis tout ça. C'était exactement ça. On essaie de contourner la règle d'une certaine façon, puis des gens comme chez Duc Alcool vont trouver ça déplorable d'une certaine façon parce que ça encourage la consommation dans leur tête. Mais la réalité, c'est la suivante. Je veux dire, le prix minimum de l'alcool est certainement plus élevé que le prix du marché. Ça, on le comprend. Mais ils ont tellement peur qu'on se serve de l'alcool comme d'un produit d'appel, puis que là, les gens, ça devienne la dégénérescence dans les rues du jour au lendemain. Je veux dire, quand tu racontes l'histoire dans leurs mots, ça a l'air possible, mais la réalité, c'est que c'est pas parce que j'ai payé ma caisse de 24 3 piastres moins cher que je vais me mettre à me saouler en innocent. Ouais. Mais c'est drôle parce que je bois de la sans-alcool à cette heure. Ouais, c'est drôle, Yann, parce que juste Vincent, parenthèse, c'est drôle parce que dans le débat sur l'alcool et la cigarette, les mêmes personnes utilisent exactement les mêmes arguments, mais à l'inverse, pour le cannabis. Tu sais, quand ça a été la question de légaliser le cannabis, là, il y avait des gens qui étaient contre. Puis là, eux, ils prenaient l'argument, mais de l'autre bord. Ah, mais là, quand ça va être légalisé, tout le monde va fumer du pot, puis ça va être épouvantable. Chose, le député conservateur qui s'est habillé en noir parce qu'il disait que c'était une journée de deuil aujourd'hui pour le Canada. Puis là, comme tout d'un coup, il y avait comme plus de questions de santé. Fumer du pot, tout est correct, tout est beau, mais en même temps, d'un même coup qu'on va d'un même coup qu'on devient plus libéral par rapport à quelque chose, en même temps, on rajoutait des trucs par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool. C'est un peu paradoxal quand même qu'on ne peut pas utiliser ce discours-là quand ça fait notre affaire ou quand ça ne fait pas notre affaire. Ben écoute, je vais faire 2 commentaires. En fait, je vais donner une sorte de disclaimer. Je viens d'une famille de manufacturiers d'alcool, donc il faut un peu que je le dise parce qu'il y a toujours le commentaire. Es-tu de Geloso, des vins Geloso? Non, mais oui. Dans le sens que je travaille pas assez pour que ça te donne de l'argent. C'est ça, exactement. Faut-tu que je disclaime que j'ai déjà été à un party avec toi pour un lancement de produit? Oui, si tu veux, mais si tu veux discuter de ça, il n'y a pas de problème. Mais en gros, tu sais, je veux dire, il faut quand même que je le dise parce que j'ai quand même, juste par souci de transparence, mais de là une fois que ça c'est dit, il y a vraiment des grosses contradictions dans les comportements moralisateurs. L'idée qu'il faut gérer les comportements des gens là-dessus parce que, tu fais la prémisse que tu sais mieux qu'autre ce qui est la bonne chose à consommer. Mm-hmm. Ça ouvre la porte à des choses absolument atroces. Donc, par exemple, aux États-Unis, puis au Canada aussi, tu remarqueras que les produits, en fait, par exemple, avec la SAQ, les produits qui n'ont presque pas d'écart avec les marchés compétitifs, c'est les produits de haute gamme. Donc, tu vois qu'ils ont à peu près le même ratio de prix. Et les produits de plus bas de gamme, donc des produits marques génériques ou des choses comme ça, ont des beaucoup plus grands écarts de prix. Mais quand tu penses à ça, c'est que si tu regardes, vous savez ce que ça veut dire, haut de gamme au revenu, bas de gamme, c'est ce que bas j'allais revenu. Dire. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit depuis toujours sur l'impôt progressif et toutes ces patentes. Exactement. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train un peu d'imposer ton jugement de valeur. Puis souvent, on le voit, en fait, il y a quelques années, il y avait le gars d'Éduc Alcool qui avait laissé passer dans une entrevue une sorte de passage disant que la bonne consommation d'alcool, c'était le vin et les spiritueux. La mauvaise consommation, c'était les alcoomaltes, les bières, les choses comme ça. Puis que là, c'était ou les spiritueux voyons, les trucs. Là, ce qui est à la mode, c'est le Seltzer. Il faut que tu utilises des bons mots. C'est ça que maintenant on utilise. Sure, whatever. Écoute, si c'est pas Vincent, c'est plus un gars de Bourbon, d'après moi. Si c'est pas en brie, je ne suis pas intéressé.
C'est la règle pour mon alcool. Mais une fois que ça c'est dit, t'en viens à dire subjectivement qu'est-ce que tu penses être meilleur. Puis si tu fais un peu les trade-offs, que tu dis, ben, es-tu en train de vraiment dire que ce qu'il faut faire, c'est taxer davantage les pauvres? Si tu es prêt à avaler if you want to bite that bullet, go for it. Mais il faut que tu sois prêt à l'avaler de cette balle-là, parce que c'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que ben, des consommateurs plus pauvres, c'est des consommateurs moins éduqués, ils savent moins bien, donc il faut que tu les gères. Après ça, il y a aussi l'effet que les industries adorent ces types de réglementations-là parce que tu limites un peu la concurrence d'un côté ou de l'autre. Donc, les grands manufacturiers d'alcool sont très contents d'avoir uniquement un grand détaillant avec lequel gérer au Québec parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu réduis leur coût de transaction, tu réduis leur coût de gestion, mais ça veut aussi dire que c'est plus difficile pour des petits manufacturiers d'entrer dans le marché, de faire concurrence. Donc là, tu es un peu en train aussi de faire service à des intérêts établis. Et on va se le dire, là, si, mettons, tu arrives, tu es un représentant pour un grand manufacturier de vin, je veux dire, tu trouves le gars à gâter dans le système de la SAQ, par exemple, puis c'est une porte d'entrée incroyable. Tandis que si tu as à dealer avec 1000 détaillants, ça fait beaucoup de gars gâtés là, pour être sûr qu'ils soient contents. Oui, tu ne peux plus jouer sur la politique à ce point-là. Là. Non. Tu ne peux plus jouer à tes connexions avec le ministre ou le député. Tu es obligé vraiment de produire un service que les gens veulent. Et donc, tu as probablement aussi d'avoir un plus grand éventail de produits disponibles. Donc, quand tu en viens à te mettre à réglementer la moralité là, en disant, ben, il ne faut pas qu'ils consomment trop, on va essayer de réduire leur consommation, bien, il y a plein de petites contreparties, mais quand tu les accumules, tu réalises que c'est une grosse contrepartie dans l'ensemble que tu es en train d'imposer. Puis qu'au net, ça peut même être nocif et parfois même juste sur une base éthique absolument douteux, là, parce que tu dis normativement, imaginons qu'on est d'accord avec l'idée que les gens pauvres sont stupides. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Je pense, en fait, à la marge, je trouve que les gens qui sont pauvres comprennent beaucoup mieux. En fait, comme je dis à mes étudiants, en fait, je dis souvent ça, quand on dit aux économistes, les gens pensent à la marge. Bien, la marge est beaucoup plus importante pour la personne pauvre que pour la personne riche, tout simplement parce qu'une erreur va être beaucoup plus coûteuse. Pour le même dollar d'erreur, l'erreur est proportionnellement plus grande. Donc, tu laisses une pièce à terre, crois-moi, c'est la personne pauvre qui va la ramasser le plus rapidement possible. Les pauvres, en fait, sont beaucoup plus sensibles à de la nouvelle information économique que les gens plus aisés. Donc, mais imaginons que je ne fais pas cet argument-là, puis que je fais celui qu'ils sont inélastiques dans leur comportement, ils ne répondent pas. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont moins bons. Right? Puis j'haïs cette idée-là, mais il y a plusieurs personnes dans les médias qui implicitement défendent ça. Ça ne rend pas compte, par contre, on va leur dire. Non, effectivement, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ont cette contradiction-là. Puis en fait, pour des gens qui se disent égalitaires, c'est excessivement anti-égalitaire comme manière de réfléchir. Mais imaginons que j'accepte cette hypothèse-là. Bien, je viens quand même, si je dis ça, il faut que je sois paternel à leur égard. Mais là, en étant paternel à leur égard, il faut que je leur fasse mal. Tu réalises-tu un peu la contradiction qui se passe? Il faut que je les taxe plus. Il faut que je les punisse pour ces comportements-là, davantage que je punis des gens qui sont plus aisés. Es-tu vraiment à l'aise avec l'implication? Puis c'est rare que comme économiste, je vais dans le normatif, mais es-tu vraiment à l'aise avec cette implication normative que tu es en train de faire en disant qu'il faut que tu réglementes pour des raisons morales parce qu'eux ne savent pas consommer? C'est vraiment condescendant. Oui. On le voit avec toute l'histoire par exemple, des boissons sucrées. Là. Ça revient à quoi? À peu près à toutes les semaines. Ben, les drogues aux États-Unis. Les drogues aux États-Unis. Y a-tu de quoi de plus paternaliste d'aller dire, hey, vous, là, les pauvres, là, les gens ce que d'aucuns appelleraient les deplorables, là, les gens qui n'ont pas de dents, là, vous buvez du Pepsi puis de l'orangère de croche, là, mais il faut taxer ça puis parce qu'il faut vous protéger contre vous-même. En fait, cette phrase-là, je pense qu'elle révèle beaucoup de ce que beaucoup de politiciens pensent. Oui, mais aussi, j'aime encore mieux l'exemple parce qu'ici, les gens, on parle juste d'alcool, mais on parle juste aux peines criminelles aux États-Unis associées avec la consommation de drogue. Tu penserais que la consommation de drogue est un crime, est un crime, est un crime. Et donc, la pénalité est la même indépendamment du type de drogue qui est consommée. Mais pourtant, il y a des catégories de drogue différentes et chacun a des pénalités criminelles différentes.
meth et le crack cocaine, qui sont généralement consommés plus chez les gens pauvres. Et par corrélation, ça veut dire des gens afro-américains. Eux ont des sentences qui sont plus lourdes que pour des drogues comme l'héroïne ou la marijuana. Ouais. Tout simplement parce que c'est different scheduled drugs. En fait, c'est quelque chose que la gauche américaine adore souligner qu'il y a des sentences nettement différentes selon le type de drogue, mais comme l'utilisation de certaines drogues est corrélée avec certaines caractéristiques raciales, ben, tu finis par punir un groupe plus que l'autre, puis généralement, c'est le groupe le plus marginal des deux qui se fait punir le plus. L'histoire de la réglementation des drogues aussi, tu remarques les premiers efforts, par exemple, à réglementer le marijuana aux États-Unis, c'était largement parce que les Blancs américains, puis ça, c'est pas, ça se trouve dans n'importe quel livre d'histoire, les Blancs américains avaient très peur de deux choses, les Noirs qui étaient sous et les Noirs qui étaient drogués. Et donc, l'idée de réglementer ces drogues-là, c'était largement pour les empêcher d'être des nuisances à la société de leur perspective. Donc, tu sais, quand tu... Puis là, l'idée, c'est pas d'accuser les gens au Québec, de dire qu'ils sont pour des choses comme ça, mais c'est de réaliser que si tu pousses ton raisonnement jusqu'à son extrême, ben c'était correct, ça. Si c'était justifié sur une base scientifique, mettons, puis ça ne l'était pas, là, soyons très clairs, si ça l'était justifié sur une base scientifique, dans ce cas-là, tu peux moralement dire que cette personne-là est inférieure à un autre. Et donc, que tu peux la gérer, tu peux la paternaliser. Normativement, comme économiste, j'ai un grand malaise avec ça parce que la prémisse que j'ai, c'est que tu devrais prendre tous les individus comme étant des individus qui maximisent de la même manière. Ils ont juste des contraintes, des situations différentes. Et quand tu fais des règles spécifiques pour désavantager ou favoriser un groupe, tu violes un des principes d'équité normative qui existent. Donc là, tu causes une certaine violation morale qui existe. Fait que j'ai vraiment un malaise avec cette espèce de tendance-là à vouloir moraliser, à vouloir dire aux gens comment vivre leur vie. Un exemple de ce que tu dis qu'on a au Canada, là, puis c'est arrivé à une connaissance à moi proche, un ami proche, c'est les cigarettes de contrebande. Qui achète des cigarettes de contrebande? On ne fera pas d'histoire. Là. Pas beaucoup de gens avec un salaire dans les 6 chiffres, d'après moi, qui achètent des cigarettes de contrebande. Ben, moi, je connais quelqu'un qui en avait acheté. De mémoire, c'était, en tout cas, ça a peut-être changé, mais à l'époque, c'était 5 000 $ d'amende pour un genre de carton de cigarettes de contrebande, communément appelé cigarette de réserve. Là. Cigarette, ça vient des réserves amérindiennes souvent. Puis, il y a dossier criminel, travaux communautaires. Hey, c'est des crédits de cigarettes. Là. Mais ça touche mais qui t'as attaqué les gravement? revenus du gouvernement. Là. Des fois, tu as vraiment l'impression... Parce qu'il était allé les acheter sur la réserve, parce qu'il y en avait acheté pour les revendre. Non, je me souviens plus des détails de l'histoire, mais bref, il y avait un signalement de quelque chose dans le bloc appartement où il était. Les policiers sont venus, puis pour toute autre chose que ça, puis ils ont vu sur sa table de cuisine qu'il y avait un sac avec des cigarettes que ça paraissait qu'il était fait à la main. Ils l'ont saisi. Ils ont déterminé que c'était des cigarettes de contrebande, donc qui avaient été achetées illégalement. Et puis là, ben, il y a dû comparaître en cours 5 000 $ d'amende, les travaux communautaires, puis toute la patente. Là. Ben écoute, moi, je suis persuadé que les gens avaient des sentences moins graves avec la marijuana du temps que la SQDC n'existait pas. Maintenant que la SQDC existe, je suis persuadé que le gouvernement va s'arranger ou s'arrange déjà, en fait, pour tuer l'industrie au noir le plus possible. Ouais, parce qu'il se passe quoi au niveau de la loi si, mettons, tu te fais ramasser avec du pot, appelons ça par les mots que les gens utilisent, puis que ça ne vient pas de la SQDC ou d'une patente de même, il se passe quoi? Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi les sentences, mais ce qu'Yann a dit, ça me rappelle je ne sais pas si c'était le documentaire de Ken Burns sur la prohibition aux États-Unis ou le livre de Daniel O'Krent qui était Last Call, qui était sur l'histoire de la prohibition aux États-Unis. Puis un des deux, comme je dis, je ne me souviens pas lequel, disait que, étrangement,
pendant la prohibition, c'était plus facile de boire qu'après la prohibition. Parce qu'après la prohibition, quand il y a eu le Beer Act de 1933, tu as laissé aux États la liberté de choisir comment réglementer et parfois même les comtés de comment les réglementer. dry county puis tout ça. Là. Ouais. Exactement. Donc là, tu avais une dédale administrative qui était purement kafkaesque. Tu ne savais pas d'un comté à l'autre. Mais tu avais aussi des lois qui étaient passées, comme par exemple qu'il y avait seulement ceux qui avaient une licence d'État qui avaient le droit de produire. Alors, il y avait seulement un distributeur légal qui avait le droit d'exister. Ou c'était dans un autre État, c'était une société d'État. Donc, par exemple, tu avais des États où les... Puis ça se fait, par exemple, c'est ce qu'on fait en Alberta. Les gens parlent qu'en Alberta, ça a été privatisé et libéralisé. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, parce qu'en Alberta, tu as encore un seul distributeur, qui est l'État. Et l'État dit comment la vente au détail doit se faire, dans quelles conditions. Donc, tu n'as pas une chaîne intégrée verticalement où est-ce que tu as un distributeur qui est le livreur, qui est le détaillant. Tu n'as pas ça en Alberta, tu as juste des détaillants qui se font compétition uniquement sur le service de détaillant au lieu d'avoir. Ben, c'est ça. C'est pas exactement la profondeur de la compétition est très. C'est comme un étang plutôt qu'un lac de compétition. Mais imagine que tu as ça dans 50 États, des milliers de counties aux États-Unis où tu as des règles différentes, des monopoles légaux d'États qui diffèrent d'une place à l'autre. Et que ça en vient que effectivement, c'est plus difficile après, dans un cadre qui est quand même légal, de consommer de l'alcool que ça l'était pendant la prohibition, qui était à toute fin pratique une mesure extrême, mais qui de facto n'était pas très bien enforced, je ne sais pas comment dire ça. C'était pas appliqué. C'était pas exactement très bien appliqué. Il y avait beaucoup trop de trous. Alors que des petites lois locales qui sont moins intenses n'ont pas besoin de la même force d'application parce qu'il n'y a pas le même désir de les casser. Tu as juste besoin de traverser dans un autre comté pour acheter ton alcool. Mais il y a un coût à ça, disons, de dire à la personne, bon, il y a un coût au monopole que tu crées d'une part, ou même si tu dis à la personne, va-t'en dans l'État à côté. Donc, tu as des gens qui traversent. Par exemple, l'Arkansas, c'est toujours comme ça, toujours avec ces genres de lois-là. Mais il y a des gens qui doivent traverser des comtés complètement pour aller chercher de l'alcool ou qui doivent aller dans un autre État, mais c'est du temps, c'est de l'essence, c'est de l'énergie. Il faut que tu calcules dans ta journée qu'il faut que tu ailles dans un autre État pour acheter de l'alcool. Puisque un de mes collègues, puis ça, c'est Jeremy Horpendal qui a écrit ça, puis je pense qu'on pourrait mettre quand on fera le vidéo, on devrait mettre l'image. Il y a un article, c'est Bootleggers and Baptists Again. Et il montre qu'en Arkansas, où est-ce que ce genre de règles-là, le plus grand groupe qui oppose la libéralisation de l'alcool, c'est les détaillants d'alcool qui sont aux frontières de comtés, aux parties limitrophes de counties où est-ce qu'eux sont juste l'autre bord de la ligne où est-ce qu'ils peuvent vendre légalement. Mais genre disons, il y a Little Rock, qui est la grande ville de l'Arkansas. Il n'y a aucun détaillant légal, disons, j'exagère, je ne pense pas que c'est ça l'exemple, mais il y a une ville, disons, avec plusieurs personnes. Mais là, il faut que tu t'en ailles sur l'autoroute, puis là, il y a un détaillant qui apparaît de nulle part, puis il n'y a rien d'autre pour des kilomètres. Mais lui, il ne veut pas que la compétition rentre dans la petite ville à côté ou dans la grande ville à côté. Donc, le groupe qui est le plus favorable au maintien des réglementations sur l'alcool, c'est les détaillants d'alcool. Ça me fait penser une petite histoire de même. Il faut que je compte ça. As-tu déjà été à Pointe-Négamouk, Vincent, ou toi, Frank? Non. Ça ne vous dit rien. Si vous passez dans le coin de Pointe-Négamouk un jour, il y a quelque chose qui est vraiment fascinant. Il y a une douane à quelque part parce que la frontière américaine est vraiment sur le bord de Pointe-Négamouk, mais la douane est vraiment drôle dans un sens parce que tu dis salut au douanier, tu traverses, tu fais 200 mètres, tu vas tanker ton char, tu reviens, tu dis salut au douanier, puis tu repars. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, monsieur le douanier, je n'ai rien déclaré. Mais tu sais, puis naturellement, à Pointe-Négamouk, le gaz est moins cher que le village où je restais à Cabano, qui était à peu près à 25 minutes. Es-tu en train de me dire que où est-ce qu'il y a de la compétition, les prix s'égalisent vers le plus faible coût de production? Mon père avait un F-150 dans le temps, puis les bons vieux pick-up qui venaient avec 2 tanks.
Puis, lui, il disait, le gaz de Polygamook, c'est vrai qu'il est un petit peu moins cher parce qu'il est aux États-Unis, mais malgré tout, le détaillant américain qui était là, il montait le prix quand même un peu parce qu'il fallait juste qu'il soit moins cher que les Canadiens. C'était quand même pas si dur que ça dans son cas. Mais mon père, lui, il pognait le F-150, puis on faisait à chaque semaine ou aux 2 semaines, on montait dans le Maine, puis on allait manger au McDo, l'autre bord de la frontière, puis on revenait avec les 2 tanks du F-150 bien remplis. Mais ça, c'était-tu dans le temps que tu n'avais pas besoin de ton passeport pour traverser la frontière? Ben oui, exactement, ça date. OK. Là, c'est au-dessus de 20 OK. ans. Puis tu sais, ça, c'est le genre de petites histoires que tu regardes, tu sais, qui sont cute à raconter, qui sont le fun. Moi, j'ai vécu ça, j'étais petit cul, les rides de F-150 dans le pick-up gris et vert à mon père. Mais tu sais, tu regardes ça d'un point de vue économique, puis tu te dis, je veux dire, il me semble que c'est évident pour les gens là, que ça a un impact, le prix, puis qu'on est sensible au prix également, puis qu'il faut faire attention à ces affaires-là. Ben, non, le politicien ici, non, ah ouais, la taxe sur le carbone, puis ah ouais, les taxes, il n'y a pas de problème. On va limiter les gens, ils vont consommer moins de gaz. Je ne consommais pas moins de gaz, j'allais acheter le gaz de l'autre bord de la frontière. Je veux dire, Non, on prenait effectivement. du temps, on brûlait du gaz Ce que qu'on ton père achetait. a, ce que ton père a fait, c'est minimiser son coût d'opportunité dans ce cas-là en disant, ben, je vais en profiter, je vais amener mon gars avec moi. Mais tu sais, ton père a quand même pris, puis on va aller manger au McDo, on va avoir du fun. Mais ton père a quand même pris un risque. Il a dit, ben, je vais mettre mon gars dans le char. Il aurait pu avoir un accident. Tu n'es pas en train de faire tes devoirs. Tu n'es pas en train de passer du temps avec ta mère. Il a fait des choix, mais si tu y avais dit, ben, tu peux avoir le même prix, mais à côté, ben, il aurait probablement pris celui à côté. Ben oui. Puis l'affaire, c'est que ce que tu viens de me dire, là, ça m'a fait penser à quelque chose que Ben Powell, qui était ben, je dis mon prof, mais c'était le gars qui m'a embauché à Texas Tech quand j'ai fait mon postdoc, qui était un mentor pour moi, mais qui est aussi un ami maintenant. Puis à un moment donné, il m'a dit, toutes les choses qui ne font pas de sens dans la vie, ça vient d'une manipulation du marché. Si ça a l'air d'être un truc une patente à gosse ou un truc que les gens font, puis tu te dis, mais pourquoi tu ne fais pas le truc plus simple? Il dit, il y a probablement une réglementation. Donc, par exemple, le 2x4. Pourquoi les 2x4, ce n'est pas exactement 2x4? En tout cas, je ne sais pas. Parce que les gens, c'est pas 2x4. C'est pas 2x4. Là. Je veux dire, c'est un 2x4. Non, c'est pas 2x4. C'est genre, Ouais. par définition, ça ne l'est pas. Mais lui, il avait à un moment donné, il m'avait dit, j'avais trouvé dans un article scientifique que c'était Nixon Price Controls. Donc, quand Nixon avait mis des contrôles sur les prix je ne sais pas si ça s'applique au Canada, mais qu'il avait mis des contrôles sur les prix sur, par exemple, le bois d'œuvre. Qu'est-ce que les détaillants ont fait? Ils ont fait des 2x4, ils n'étaient pas des 2x4. Donc, tu disais, si comme les Joe Louis. Si je ne peux pas charger le prix du marché, je vais changer la qualité du produit. Je ne peux pas m'ajuster sur la marge des prix. Donc, pourquoi ça ne fait pas de sens qu'on appelle ça un 2x4? Parce que on appelle ça un 2x4, mais ce n'est pas un 2x4. C'est parce qu'il y a une réglementation quelque part qui est apparue. Non. Pourquoi est-ce que les gens, disons, pourquoi tu as plein d'aéroports le long de la frontière avec les États-Unis, alors qu'il y a des super bons aéroports juste l'autre bord au Canada? Pourquoi les gens prennent 2 heures pour partir de Longueuil jusqu'à Plattsburgh, alors que tu as Dorval juste à côté? Ben parce qu'avec le monopole que tu as créé sur les aéroports, puis que tu ne mets pas des nouveaux aéroports, passer une tonne de temps pour traverser la frontière pour justement exploiter pas une mini-différence, mais une bonne différence de prix. Mais ils payent un coût dans le sens qu'ils passent 1 heure, 1 heure et demie d'auto, plus le stationnement à Plattsburgh ou Burlington ou peu importe où est-ce qu'ils se retrouvent. Toutes les choses, généralement, puis ça, c'est un bon instinct. Là. Si quelque chose ne fait pas de sens, puis que tu dis, mais il y a un chemin direct, là, il y a une ligne, il y a une distance euclidienne entre A et B, mais pourtant, on décide de passer par C pour aller à B, ce qui ne fait pas de sens, bien, il y a probablement une réglementation quelque part qui a fait en sorte que le chemin le plus direct, qui était le low-cost way, les gens n'y ont pas accès. J'ai joué au hockey avec le gars qui faisait la douane à Pointe-Négamouk, puis ce qu'il me disait, c'est que son père aimait beaucoup lire des livres. Parce qu'il était vraiment payé par le service frontalier canadien juste pour surveiller les gens qui allaient mettre du gaz de l'autre bord. Parce qu'il n'y avait rien, hein? Il n'y a pas un chemin pour continuer, pour se rendre à quelque part aux États-Unis. C'était vraiment juste un terrain qui avait été acheté par un Américain. Il avait mis un poste à gaz là-dessus, puis ils ont été obligés de mettre une douane parce que les gens voulaient aller au poste à gaz. C'était vraiment ridicule comme ça.
de l'autre côté, là, je pense que ça a buggé. Moi, j'ai bugué un peu pendant OK. Ouais, moi aussi, là, je pense que c'est Zoom OK. qui a Ouais, mais déliré pendant quelques secondes. Mais j'allais dire, Yann, tu viens de dire exactement ce qui me passait par la tête quand Vincent parlait. Quand les politicos voient des trucs comme ça, dans leur tête, ils se disent pas, ouais, il y a peut-être de quoi qui ne marche pas avec le truc des aéroports. Ils se disent, hey, les guignols là, qui s'en vont l'autre bord prendre l'avion là, ou c'est-tu des s'acheter des caves? vêtements, comment on pourrait faire pour les empêcher d'y aller? Ben oui. Tout le temps. Ben, il y a une Sont vraiment caves. solution. Libéralise les aéroports. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Vincent, voyons. Non, T'es je sais, politicien. je sais, mais c'est moi qui essaie d'être logique. Puis Non, je sais. je demande ça aux 125 mouettes qui sont à l'Assemblée nationale. Écoute, je ramène un peu le sujet de base sur le côté moralisateur parce qu'il y a quelque chose que je voulais dire, puis on a bifurqué. Euh, j'ai l'impression aussi avec ce type de loi-là, on s'en va tout le temps un peu dans la loi du 80-20, puis je m'explique, tu sais, obtenir beaucoup de résultats, donc 80 souvent ça demande juste 20 d'effort. Puis au niveau de la cigarette, par exemple, pour que les gens cessent de fumer ou qu'il y ait moins de jeunes qui commencent à fumer, tout ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment la science qui a donné le grand coup de ce côté-là, de comprendre comment c'était néfaste sur le système respiratoire, des choses comme ça. Avoir un meilleur accès à l'information au fil du temps a fait en sorte que ça a freiné beaucoup, à mon avis, la progression de la cigarette dans nos sociétés. C'était vu comme étant moins cool, puis tout ça, parce que justement, il y avait un aspect dangereux qu'on ne voyait pas, qu'on était plus insouciant quand on était peut-être plus jeune. Mais je pense que juste ça, ça avait donné le grand coup. Donc, tout ce qu'on essaie de faire après pour aller plus loin, pour éradiquer complètement la cigarette, j'ai l'impression qu'on est dans l'autre portion du 80-20, c'est que là, on est en train de mettre 80 des efforts pour vraiment pas avancer beaucoup dans le processus. Ben écoute, moi, je vais faire un pushback un peu là, sur la question de la cigarette. Il y a vraiment plusieurs choses à démystifier. La première, c'est que le niveau de cigarette qu'on observait avant de savoir que c'était un problème de santé, les gens oublient que l'État subventionnait énormément les producteurs de tabac. Pas les producteurs de cigarettes, pas les manufacturiers. Les champs. L'élevage, les champs de tabac étaient excessivement subventionnés. Il y avait énormément de supports gouvernementaux à ça. Donc, d'une part, tu as gardé l'industrie en vie à un certain degré, donc indirectement, on peut débattre de l'amplitude, mais c'est clair que tu n'as pas réduit la consommation de cigarettes en faisant ça. L'effet ne peut pas être dans le sens négatif. Tu as clairement encouragé la consommation. Là, c'est vrai que, par exemple, les gens qui sont en croisade contre le tabac disent tout le temps « Ah, ben les compagnies de cigarettes ont menti. » Effectivement, ils ont caché de l'information pendant plusieurs années sur les dommages que causaient leurs produits, puis ça n'enlève rien. Mais pose-toi la question, si tu n'avais pas eu toutes les aides gouvernementales qu'il y avait, qu'on mentionne au début, est-ce que des produits substituts seraient arrivés plus vite? Par exemple, le fait maintenant, c'est que la cigarette électronique, par exemple, permet d'avoir la même quantité de bénéfices de joie, de fumée, mais à une fraction des coûts. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu ces aides-là ou si tu n'avais pas subventionné la consommation de cigarettes en ayant un système de santé publique? Est-ce que les gens auraient fumé moins ou est-ce qu'ils auraient demandé des produits substituts? Mais ça, c'est important ce que tu viens de dire là. Tu viens de dire de subventionner la consommation de cigarettes en ayant un système de santé publique. Tu le dis vite, là, mais juste que les gens comprennent bien ce que tu veux dire par là, c'est que en éliminant le fait de ne pas payer sa prime d'assurance nous-mêmes, le fait qu'on ne soit pas tarifé en fonction de nos habitudes de vie. Tu ne subis pas les contre-coups de ton comportement. Oui. Tu l'as dit sans y penser, mais dans ta tête, c'est une forme de subvention de ton côté. Oui, bien c'est sûr que pour moi, c'est une subvention. La manière dont je le vois, c'est que l'idée, c'est que nos comportements à nous, moi, j'impose quand je me fais assurer. En fait, bon, là, pour les gens, Yann va le savoir. Frank, je ne sais pas si tu es familier avec le terme, mais l'aléa morale. J'allais dire avant que tu continues, Vincent, moi, je vais devoir vous quitter pour un rendez-vous. Puis je vais vous laisser terminer. Mais là, je vais essayer, contrairement à l'autre fois, d'éteindre
ma webcam sans trop faire de problème. OK. C'est bon, pas trop. Bon. Ouais, vas-y, l'aléa Ben, morale. l'aléa morale, c'est l'idée que, en fait, pour les auditeurs, là, puisque je sais que toi, tu le sais, c'est l'idée qu'une fois que je suis assuré, je change mon comportement absolument. Donc, si par exemple, avant, disons, je m'assure en termes de santé pour une assurance voyage, l'assurance voyage me dit, est-ce que tu penses faire du vélo de montagne pendant ton voyage? Non. Mais une fois que je suis arrivé et que je sais que je suis assuré, je vais peut-être prendre le risque additionnel parce que je sais que je suis assuré maintenant, puis je peux mentir. Donc, il y a le fait qu'une fois que tu es assuré, ton comportement est altéré par le fait que tu es assuré. Mais là, maintenant, ce qu'on dit, c'est que non seulement tu as l'aléa morale qui existe, mais en plus, ton coût personnel est dilué dans la masse de gens qui, eux aussi, vont être assurés. Donc, normalement, la compagnie d'assurance me ferait charger plus pour fumer ou s'ils pensent que peut-être je suis en train de mentir ou que mon comportement va beaucoup changer une fois que je suis assuré. Ils vont me dire, tu vas cotiser un petit peu plus, etc., etc. Mais dans un tel cas, quand c'est public, puis que tu ne peux pas avoir cet avantage-là d'avoir des prix différents, qu'est-ce que les gens vont faire? Mon effet pour moi de fumer sur les primes des cotisations dans un système public, c'est-à-dire mes impôts, c'est trivial si ce n'est pas complètement insignifiant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore les bénéfices de fumer, mais j'ai un moindre coût de fumer. Maintenant, je ne sais pas à quel point c'est important. Il y a des articles qui ont essayé de faire ça. Il y en a qui trouvent que ça n'a pas beaucoup d'effet. Il y en a qui trouvent que c'est gros. Mais il n'y a personne qui dit les régimes de santé publique ont réduit ça. La plupart des études montrent que non, ça n'a pas réduit la consommation. Ça l'a augmenté peut-être très peu, peut-être modestement, peut-être beaucoup. Je ne sais pas qui a raison, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ça va dans la mauvaise direction. Au même titre que ça s'applique pour l'obésité, pour la consommation de malbouffe ou peu importe c'est Ah, puis quoi. ça amène toutes sortes de débats de société. Quand tu as un système public, on le voit tout le temps, là, on est Oui, là. puis c'est là qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ont moralement le droit d'intervenir pour dire Exact. que mon comportement n'est pas bon parce qu'effectivement, c'est là que je n'ai pas un malaise avec les gens comme, par exemple, la coalition anti-malbouffe ou des choses comme ça. Ils ont raison. Le comportement, mon mauvais comportement, les coûts de mon mauvais comportement viennent d'être socialisés. Oui. Eux vont dire qu'il faut qu'on ait une solution sociale à ça, mais je ne suis pas fan de l'idée que l'État puisse se mettre à faire des règles différentes pour différentes personnes. C'est-à-dire que si tu es tel type de personne, tu as tel type de règles qui s'appliquent. Je pense que ça viole un concept normatif important, mais même si ce n'était pas le concept normatif, tu veux-tu vraiment donner ce pouvoir-là à un politicien parce qu'après ça, il peut s'en servir pour des fins beaucoup moins nobles? Non, tu ne veux pas ouvrir cette boîte Ils de ont de Pandore. l'imagination, ces messieurs-là. Là. Tu veux pas leur donner ce pouvoir. Même si tu es bien intentionné, je pense, par exemple, les médecins de la coalition anti-malbouffe sont bien intentionnés. Je pense vraiment que c'est pas qu'ils sont comme ces gens-là sont stupides, devraient savoir quoi manger. Non, c'est vrai que c'est addictif. Il y a un certain aspect d'addiction dans certains types de consommation. Et donc, certaines formes de nudge pourraient avoir un effet. Puis je leur dis absolument, vous avez raison sur le premier degré, mais au deuxième degré, il faut réaliser que le problème est causé par le fait qu'on a donné justement à l'État la capacité de distorsionner les incitatifs de marché. Puis tu es en train de me dire que tu veux qu'on donne aux pyromanes les pouvoirs de pompiers. Puis je ne suis pas super fan de faire ça parce que je vois à quel point le problème est le résultat de rondes précédentes d'interventions étatiques, beaucoup plus souvent qu'autrement. Donc, non, j'embarque pas dans ces affaires-là, même si je pense que les gens sont de bonne foi. Oui, mais écoute, tu l'as prouvé tantôt avec le point que tu disais, fermer les bars à 3 heures, par exemple, va avoir tendance à faire sortir tout le monde en même temps, d'amener un peu plus d'altercation, un peu plus de combats dans les rues, des choses comme ça, ou même sur la route, comme tu parlais. Tu peux avoir l'air bien intelligent aujourd'hui à dire ça parce que ça a été observé. Il y a même des gens qui ont fait des études. Par contre, au moment de mettre en place la règle, pas mal sûr qu'il n'y a personne qui aurait pensé à ça comme conséquence. Non, en effet. C'est dur à imaginer, là. Exactement. Des fois, c'est le côté que les politiciens ou même le grand public oublie parfois de dire la journée, tu viens distorsionner un peu la sauce.
tu vas vraiment te mettre dans une position, tu vas créer des conséquences qui sont complètement inattendues, mais qu'éventuellement, ils vont avoir un impact pour de vrai, puis que peut-être même, sans que le remède soit pire que la solution ou soit pire que la maladie, tu es vraiment dans une position où est-ce que tu peux vraiment créer d'autres problèmes. Puis écoute, même au niveau de la santé, on le voit, mettons que tu arrives, puis quelqu'un, je ne sais pas, moi, a tel problème de santé, il va aller jouer avec un médicament pour réguler quelque chose dans son sang, puis boum, il se ramasse avec des maux d'estomac par après. Ben, c'est parce que c'est un effet secondaire du médicament qu'il vient de prendre. Puis là, il prend une nouvelle pilule pour l'estomac. Puis là, il se ramasse avec des diarrhées. Puis... Fait que des fois, dans l'ensemble des pilules que quelqu'un peut prendre, tu peux avoir 3 ou 4 médicaments, mais qui sont tous interreliés au premier tout que tu as pris. Puis c'est un peu pareil en économie. C'est juste qu'on s'en rend moins compte, mais il y a des conséquences à Ouais, changer les choses. mais c'est parce que les politiciens, ils sont pas, ils ont aucune incitation, aucune prime ou bénéfice de réfléchir aux changements de comportement qui viennent avec une nouvelle réglementation. L'exemple le plus classique qu'on donne à nos étudiants, celui que moi j'aime beaucoup, même si l'auteur de cette étude-là, c'est un des personnages les plus déplaisants en économie. Il est vraiment difficile à gérer. C'est un homme très mal commode, peu courtois, très peu généreux avec ses critiques. C'est qui? Mais il y a quand Sam Peltzman. OK. Moi, je ne suis pas capable de cet homme-là. C'est un des. Je pense, en fait, j'ai eu à l'interagir avec lui très récemment, mais c'est une grande éminence en économie. C'est un gars vraiment que je suis capable de le juger, lui, indépendamment de ses travaux. Lui, vraiment pas une bonne personne, mais ses travaux vraiment exceptionnels. Parce que lui, dans les années 60-70, il a proposé que les lois qui étaient proposées pour mettre la ceinture de sécurité, ben, il y a l'effet que les gens conduisent. En fait, les accidents sont moins fatals. Donc, les accidents d'auto mènent à un plus bas. En fait, pour le même nombre d'accidents, tu vas avoir Moins de mortalité. moins de mortalité. Mais le problème, c'est que si maintenant tu sais que tout le monde conduit safe, dont toi, est-ce que tu conduis un petit peu plus dangereusement? Est-ce que tu sautes la lumière jaune? Est-ce que tu accélères sur la orange? Est-ce que tu changes ton comportement d'une manière qui est comme un effet de contrebalancier? Ou est-ce que les bienfaits de la sécurité, parce que c'est vrai que scientifiquement, des ceintures de sécurité réduisent la mortalité, mais si les ceintures de sécurité créent un changement comportemental, quand tu sais que tout le monde les porte, puis qu'en plus, tu es imputable en termes d'assurance, que tu peux être poursuivi pour, donc pas de système de no-fault, que tu peux être poursuivi pour ton comportement irresponsable, donc tu es parfaitement imputable de ton mauvais comportement. Est-ce que tu conduis maintenant aussi dangereusement qu'avant ou moins dangereusement ou plus dangereusement? Dans le cas des ceintures de sécurité, ce que Peltzman avait proposé, c'était que l'effet net était à peu près zéro parce que oui, d'accord, chaque accident était moins mortel, mais il y avait plus d'accidents en raison du fait que les gens se sentaient plus sécuritaires sur la route. Donc, ils prenaient un petit peu plus de risques parce que le coût du risque avait baissé. Donc, les gens se retrouvaient à peu près à la même situation. Bon, il y a plein d'études qui sont sorties après qui ont montré que peut-être l'effet des ceintures de sécurité était plus important que l'effet du changement de comportement, mais l'idée n'a jamais été critiquée après ça que tu as un premier effet qui est indépendant de l'autre effet. Donc, il faut que tu prennes la somme des deux pour arriver à l'effet net. Bien, tout le monde est d'accord pour dire que quand tu passes des lois comme ça, comme forcer à mettre les gens à mettre leur casque, ben, ou par exemple, apporter des ceintures de sécurité ou par exemple même mettre les masques, donc les masques mandate, il y avait la possibilité que les gens disent ah ben écoute, maintenant, avant, je refusais d'aller. Ben, je ne me lave plus les mains ou je vais aller à plus d'activités parce que maintenant, je sais que tout le monde porte un masque. Donc, au lieu de faire juste une activité par jour, je vais en faire une deuxième. Effectivement, le taux a réduit, mais dans ce cas-là, il n'est pas vraiment réduit dans le sens que au net, ce qui va se passer, c'est que les gens vont prendre plus de risques. Donc, des fois, quand tu dis que tu mandates un comportement aux gens, ce que tu ne réalises pas, c'est que quand tu mandates ce comportement-là, les gens vont altérer d'autres facettes de leur comportement. Puis tu pourrais avoir des effets qui sont peut-être nuls, donc tu n'auras pas les bénéfices. Peut-être que tu vas avoir un bénéfice parce que le contrepartie est trop petite pour nullifier la chose, ou ça pourrait être contre-productif si les gens sont hyper sensibles dans leur réaction. Les politiciens n'ont pas le mindset de devoir penser à ça parce que
c'est difficile à observer, c'est difficile à voir l'altération du Ah, comportement. puis je vais te donner un exemple qui sort un peu du sujet, mais qui va vraiment montrer comment on peut être assez machiavélique des fois pour contourner une règle. Quand il y a une nouvelle règle qui arrive, comment une compagnie peut être vraiment prête à mettre des efforts pour contourner la règle. Puis pas d'une manière de mauvaise foi, parce qu'il y a plutôt il y a un intérêt économique à le faire. Tu connais peut-être le principe d'antisélection en assurance. Oui. Donc, Ben, adverse selection, là, c'est ça. moi, OK. probablement. Oui, oui, exactement. Euh, L'antisélection, c'est quand l'assuré détient une information que l'assureur n'a OK, pas. ouais, c'est ça. Puis vraiment dans une position où est-ce qu'il Il peut peut. mentir. Non, sans mentir. C'est vraiment. Écoute, par exemple, si, mettons, t'interdis l'assureur de te demander ton sexe. OK, ouais, c'est ça OK? que tu t'en vas jouer. Puis tu es une femme, mais il n'a pas le droit de te demander ton sexe. Puis il y a un assureur, ou il y a un assureur plutôt, on va y aller de même, ça va être encore plus simple à comprendre. Il n'y a, pas d'obligation de la part du gouvernement, mais il y a un assureur qui décide, écoute, moi, là, je veux vraiment être un assureur féministe. Je veux qu'en termes d'assurance invalidité, les hommes et les femmes paient le même prix. La réalité, c'est qu'en tarification, les hommes, ça coûte quand même pas mal moins cher qu'une femme, l'invalidité. Sauf que moi, je veux être vraiment féministe, donc hommes-femmes vont avoir le même prix. Est-ce que tu penses que les hommes vont aller acheter des polices d'assurance invalidité chez cet assureur-là? Ben, la réponse est Non. non. Définitivement pas. Est-ce que les femmes vont vouloir en acheter une? Ben oui, parce qu'ils Oui. vont se dire, écoute, cet assureur-là me donne un prix qui est juste. Assez rapidement, ce qui va se passer, c'est que les hommes vont tous se ramasser chez les autres assureurs, les femmes vont toutes se ramasser chez cet assureur-là, et cet assureur-là ne sera plus capable de donner de rabais aux femmes. Parce que pour donner des rabais, il y avait besoin d'hommes dans son groupe d'assurés. C'est une situation extrême que vous ne verrez jamais, mais Ben, parce que le marché les élimine, ces situations-là. exactement, d'une manière naturelle. Sauf que ce qui est arrivé au fil du temps, moi, je l'ai vécu en assurance auto. J'ai déjà travaillé dans une entreprise qui n'était pas canadienne, donc qui travaillait avec les différentes juridictions provinciales pour l'assurance automobile. Puis ça varie. Vous seriez surpris de voir comment ça varie. Évidemment, tu as le no-fault au Québec, tu as le bodily injury qui est privé en Ontario, par exemple, des choses comme ça. Tu vas avoir des provinces qui vont t'interdire la tarification basée sur certains critères, dont le sexe, dont l'âge, notamment. Fait que tu arrives, tu te dis, OK, dans cette province-là, je dois faire une tarification, mais il n'y a techniquement pas d'antisélection parce que tu es dans un contexte où est-ce que tous les assureurs ne peuvent pas tarifier sur le sexe, par exemple. Mais là, tu vois toutes sortes de manières pour les assureurs d'aller chercher de l'information, mais différemment. Ouais, c'est coûteux, ça. On avait fait des recherches, par exemple, sur la cote de crédit des gens. Donc, y a-t-il moyen d'aller chercher un biais sur le sexe en passant par la cote de crédit? Donc, d'aller dire, ben écoute, une cote de crédit plus basse, puis ce que je dis là, c'est pas vrai, là, mais si, mettons, une cote de crédit plus basse, c'était un peu plus chez En les gros, tu hommes. cherchais de quoi qui était corrélé avec le genre à un niveau assez élevé que tu dis, mais non, je ne le discrimine pas sur le genre, Exact. mais c'est pratico-pratique une discrimination sur le Le genre. gouvernement a vu les assureurs aller, fait qu'ils sont venus réglementer ça aussi. Donc, ils ont limité de plus en plus les critères de tarification jusqu'à ce qu'il n'y en ait pratiquement plus. Mais il restait quelque chose, malgré tout, on appelait ça un risk pool. C'est que comme tu veux permettre aux petits assureurs d'entrer sur le marché, mais que le risque catastrophique de leur côté peut toujours être un problème, tu permettais aux assureurs de prendre des risques qu'ils ne voulaient pas vraiment avoir puis d'envoyer ça dans un risk pool. Pour que la prime de ce pool-là soit répartie équitablement vers tous les assureurs. Ben là, un moment donné, les assureurs se sont mis à dire, OK, je ne peux pas tarifer mon monde en fonction de l'âge, le sexe, toutes ces affaires-là. Par contre, je peux trouver de l'information qui va faire en sorte que je peux identifier des risques plus importants que je vais envoyer dans ce pool-là. Et si j'envoie des risques pires que mes compétiteurs, ben, je viens de sauver de l'argent. Parce que la prime va être déterminée en fonction du risque global de tout le monde. Tandis que moi, si j'ai envoyé des risques pires que les autres, ben je vais faire un gain. Le temps et les efforts qu'on mettait pour faire de la recherche statistique d'une manière à trouver vraiment ces petites failles-là qui nous permettaient soit de faire de l'argent sur le risk pool ou d'aller chercher de l'information que l'assuré n'avait pas le droit de nous donner, des choses comme ça, c'est quand même assez gigantesque. Fait que tu es là, tu te dis pourquoi à un moment donné, on agit de cette façon-là? Je veux dire, OK, oui, c'est un beau principe. On parle, les hommes et les femmes devraient payer le même prix en assurance auto. OK, fair enough. Pourquoi? Pourquoi ça devrait être ainsi? Parce que si tu commences à dire, ah non, non, il ne faut pas discriminer, c'est bon, mais c'est parce que
les assureurs Non, vont. tu veux que les assurances. C'est ça, je ne comprends pas. Je veux dire, tu veux que les assurances discriminent. Parce que si ce que tu Oui. fais, c'est d'empêcher cette discrimination-là, tu vas avoir deux types de réponses comportementales. Ceux que tu subventionnes leur comportement en ne discriminant pas pour leurs mauvais risques, tu les encourages à prendre plus de risques, donc d'une part. Donc, tu as plus de risques qui est assumé par la société d'autre part. Mais aussi, les compagnies d'assurance, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rationner le service. Les gens pensent que rationner, ça veut dire qu'on réduit la quantité, mais tu peux rationner un service sans réduire la quantité. Tu peux, par exemple, dire je vais seulement assurer la partie droite de ton auto. L'idée, par exemple, je suis sûr que si on regardait quand est-ce qu'on assure seulement un côté de ton auto versus l'autre côté, c'est quelque chose qui est apparu avec des réglementations parce que, je veux dire, je lisais des vieux livres sur les premières assurances automobiles. C'était le véhicule au complet qui était assuré Ah, par mais le t'as peu, passé. là. Fait que là, Assurer rien que sur un bar, c'est pas la moitié du véhicule gauche ou droite, là. non, mais c'est pour des collisions d'un côté. Non, Attends, non, non. Quand on dit assurer juste sur un bar, là, c'est une expression, Vincent. attends, explique-moi ça. Ben, tu as le chapitre A qui est responsabilité civile, Ouais, chapitre B qui est les dommages à ton véhicule, donc la tôle, si tu veux. OK. Et quand on dit que tu es assuré juste sur un bar, c'est que tu as pris juste le chapitre A, responsabilité civile. C'est pas que ton côté gauche est assuré ou ton droit, là. Ben, dans ce cas, OK, je ne savais pas ça. Ça Moi, n'existe pas. ah, ben, ça fait du sens parce que quand j'entendais ça, il y a sûrement un truc c'est sûrement un truc de réglementation. Mais dans ce cas-là, c'est encore. En fait, tu confirmes quand même mon point. Pas de la manière que je pensais, là. Ouais, Mais, exact. Non, non, mais, écoute, ça se mais là, fait. ce que tu fais, c'est que tu changes, tu dis, ben, je vais t'offrir un coverage différent. Ça ne sera pas juste la responsabilité civile, ça va être, mettons, juste les dommages à ton véhicule. Mais là, ce que Ouais. tu es en train de faire, c'est que tu es en train de segmenter le produit, puis tu essaies de le segmenter tellement pour rationner l'utilisation jusqu'à un certain pool, puis tu essaies de faire en sorte que les gens se retrouvent dans un plus petit bundle. Mais le bundle, ce n'est pas le bundle de ce qui est couvert, donc l'étendue de couverture, ce n'est pas celui qui est comme l'optimal en fonction de ce que la personne était prête à payer. C'est qu'est-ce qui est optimal en fonction de ce que la personne était prête à payer, conditionnel au fait que je suis prêt de savoir toute l'information. Donc, je dois créer une sorte de bundle qui a une zone d'incertitude puis de gris dedans. Puis ça, l'effet pervers, c'est que les compagnies d'assurance vont, dans ce cas-là, t'offrir moins de services que ce qu'elles voudraient t'offrir normalement. Donc, non seulement tu as plus de risques qui sont en société, mais en plus, en raison, c'est que même si tu étais prêt à payer le prix normal, le prix de marché, tu ne vas pas te faire offrir ce que tu étais prêt à payer au prix de marché, parce que la compagnie d'assurance ne va pas vouloir te l'offrir à cause que tu as altéré les comportements de cette manière-là. Mais merci d'avoir appris le truc. J'avais toujours trouvé ça tellement stupide. Là, Ah, ça l'est. mais ça fait du sens. Ça l'est dans le sens que tu viens de me décrire quand même, mais j'étais là, ça va être une affaire d'une réglementation quelque part. Mais écoute, c'est sûr, si dans ta tête, il y avait vraiment des gens qui assuraient juste un côté gauche du véhicule, non, mais je statistiquement, comprends. ça fait du sens. Parce Ben que oui, tu on conduit penses d'un que côté. ben c'est ça, mais c'est quoi? Où est-ce que tu as les plus grands accidents? Je suis sûr que si on regarde la distribution des accidents, par exemple, je suis sûr que c'est des accidents qui se font dans des tournants. Puis généralement, dans des tournants, où est-ce que tu es dans ta voie de droite puis que tu ne vois pas la personne vers ta gauche. Tandis que quand tu tournes généralement dans la voie de gauche, ben, tu ne peux pas vraiment tourner dans la voie de gauche, à moins que tu traverses complètement l'intersection. Puis là, juste par définition de qu'est-ce que tu vas voir sur le côté, les chances qu'il y ait un accident sont beaucoup plus petites. Les mythes qu'il y a là, dans l'assurance auto, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, comme moi, quand j'étais plus jeune, ma mère m'a déjà dit achète pas une auto rouge, là, tu vas payer trop cher tes Ça, c'est assurances. pas vrai. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Je l'ai appris en plus il y a quelques semaines. C'est un collègue qui m'avait dit ça parce que j'y croyais aussi. Puis je me disais, peut-être si c'est corrélé avec ce que tu exhibes dans ton comportement. Tu dis, je vais acheter une auto rouge, je vais mettre des ailerons, je vais mettre je sais pas, peu importe c'est quoi, des lumières néons en dessous. Je me dis, OK, le gars, il aime ça faire de la vitesse. Oh, oui. Tout est corrélé avec un comportement risqué. Donc, c'est pas que c'est la couleur qui est en soi, mais je trouvais que c'était weird parce que c'est comme dire que la couleur était vraiment importante. Je connais aucun gars qui achète une voiture rouge. Je veux dire, pense-y, c'est qui les personnes qui ont les comportements les plus risqués sur les routes? Les hommes. Oui. Puis surtout les jeunes hommes. En Je fait, ne connais aucun généralement, jeune homme qui a une auto rouge. C'est juste pas une couleur que les gars achètent. Il y a peut-être un ou deux, mais c'est pas une couleur que les gars achètent. Puis comme la corrélation a l'air d'être presque zéro, mais que la corrélation entre hommes jeunes et accidents est
presque parfaite, ben. En fait, fréquence et sévérité, c'est quelque chose d'important. Généralement, puis je sais pas, écoute, ça date de 10-12 ans, ces affaires-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en assurance dommage, mais de ce que je me rappelle, la fréquence est un petit peu plus élevée chez les femmes. Les femmes vont faire plus d'accidents. La sévérité, par contre, des accidents des hommes, beaucoup plus grande. Ah, ça, je ne savais pas ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande parce que justement, plus de vitesse, des choses comme ça. Fait que c'est-tu encore vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu un mythe? Peut-être que c'était même un mythe parce qu'honnêtement, je n'ai jamais travaillé sur le dossier spécifique, mais en même temps, cette histoire-là d'auto rouge m'a toujours fasciné, puis je sais qu'on est complètement hors sujet, puis c'est pas grave. Tu sais que ça vient. Là pour nous discipliner. Mais tu sais que ça vient. Parce qu'il n'y a clairement jamais quelqu'un au Québec qui a payé plus cher pour une auto rouge. C'est jamais arrivé. Là. Ben, si on fait la prémisse que c'est faux, OK, que là, c'est des gens qui veulent nous ostiner, on les laissera nous ostiner, là, puis ça ne changera pas le point philosophique qu'on va faire. Te rappelles-tu de Ralph Nader? Ralph Nader, t'as peu, non? C'est lui qui avait un peu fucké l'élection de. Excuse-moi pour avoir sacré, mais c'est lui qui avait fourré le chien en 2000 pour les démocrates en ayant un pourcentage de vote. Tout le monde disait que c'est à cause de lui que Al Gore avait perdu. Okay. Mais Ralph Nader était connu comme le gars qui était le consumer advocate qui défendait tout le temps les consommateurs contre les compagnies automobiles. Les compagnies automobiles qui cachaient de l'information apparemment. Puis lui, il avait fait un gros scandale dans les années 70 avec Unsafe at Any Speed, qui avait souligné je pense que c'était une voiture de chez Ford, était pleine de problèmes. Puis qu'ils avaient caché l'information pour sauver $1 par voiture. Puis finalement, ça n'avait pas tenu la route. Là. Tout le monde avait ridiculisé la chose. Puis la manière dont ça avait été ridiculisé, c'est que les compagnies d'assurance, dès qu'ils le savent, ils vont augmenter le prix pour le risque additionnel. Donc, s'il n'y a personne qui achète une auto en se disant « je vais juste penser au prix de l'auto », ils pensent, je veux dire, tous les consommateurs qui ont acheté une auto, puis je veux dire, je suis récemment un conducteur. Puis même moi qui est si tard dans la game que ça, je suis au courant. C'est sûr tu sais, que j'ai un peu le training qui m'encourage à penser de même, à penser à tout l'éventail de coûts. Même le petit kid de 17 ans qui a son auto pour la première fois, là, puis qu'il l'emprunte à ses parents, puis qu'il faut qu'il prenne une prime d'assurance, puis il dit, ben, j'aimerais ça acheter cette auto-là, puis il commence à magasiner pour son auto qu'il va acheter quand il va avoir son permis probatoire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est clair que même ce petit jeune-là, il regarde le package qui inclut la voiture et l'assurance. La compagnie d'assurance, elle a tout un intérêt à découvrir l'effet du 1$ de sauver sur l'auto si ça fait qu'elle, elle doit payer, disons, en moyenne, disons, 10$ de plus en expected payments parce que les risques sont tellement plus élevés. Ben, elle va charger justement, ben, c'est quoi l'expected payment? Ben, je vais demander X $ plus. Mais $1, c'est $1, c'est $1. C'est pour tout le service, tout le flot de service qui vient avec une auto. Mais voilà. Puis Ralph Nader, il avait vraiment avancé ça. Mais le mythe est resté. Le mythe est resté après que ça ait été debunked complètement puis que ça ne faisait pas de sens. C'est resté des années, puis les gens continuent de croire que l'histoire que Ford, pour sauver $1, avait mis une auto qui n'était pas sécuritaire sur la route. Puis c'est resté. Alors, je suis sûr que si on regardait pour l'affaire de la voiture rouge. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit ça publiquement. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit ça, qui a dit ça en public. Puis c'était peut-être apparent avec un échantillon biaisé ou quelque chose qu'il avait vu, c'était anecdotique. Ça a fait boule de neige. Il y a quelqu'un qui a sauté là-dessus pour faire du pointage politique, pour défendre une politique publique qu'il voulait. Ça a été médiatisé, c'est resté. Et c'était tellement devenu insignifiant parce que ça ne change pas grand-chose, ce mythe-là. C'est comme une sorte de mythe qui existe, si c'est un mythe, là, c'est-à-dire que toi et moi, on part de la prémisse que c'en est un. Si c'en est un, ben c'est resté, ce serait mon impression, c'est que c'est resté parce que ben, il n'y avait aucun coût à essayer de le débunker. Exact. Puis il n'y avait pas vraiment un bénéfice de croire à une stupidité comme ça parce qu'au final, il y a personne qui le faisait. Ouais, il n'y a pas d'association des conducteurs de véhicules rouges choqués puis qui ont fait des pétitions à l'Assemblée nationale. En fait, je suis sûr que si on googlait maintenant voiture rouge, en pourcentage de la flotte des voitures, je suis sûr qu'on peut trouver une stat là-dessus.
je serais surpris que ça soit plus que 5% des voitures qui sont des Ah voitures non, c'est rouges. rendu noir, gris puis blanc. Là, je veux dire, c'est quand même assez simple, là, les couleurs de Puis, voiture maintenant. puis non seulement ça, mais mettons qu'on a tort, toi puis moi. Ben, si, mettons, les voitures rouges étaient vraiment un corrélé avec le risque, les gens ne sont pas stupides. Ils Si tu le n'achèteront plus. sais, ils l'achèteront plus. Le marché va solutionner ce problème-là en disant, ben écoute, je suis en train de signaler une chose que je ne veux pas signaler. Je veux dire, si je veux juste rouge parce que j'aime rouge, mais que juste pour aimer rouge, je dois payer 20 $ de plus en assurance, ben écoute, je vais aller vers une autre couleur. J'aime pas rouge pour 20 $. Disons, j'exagère là, les prix, mais en fait, sûrement que je sous-estime, mais un truc de couleur. Ben, le comportement va être éliminé. Donc, même si on avait tort, ça confirme notre point que tu veux justement laisser le marché faire ça. Parce que là, ce que tu fais, c'est que tu ajustes vraiment, tu forces les compagnies à se concentrer le plus possible sur collecter la manière la plus cheap, l'information la plus pertinente sur les comportements, sur les risques que les gens essayent de faire assurer. Parce que ce que tu veux, c'est matcher le plus possible le expected value puis le expected payment. C'est ça que tu veux faire. Ah, puis ça, c'est spectaculaire. L'expected value puis l'expected payment dans le bout de ligne, là, comment que ça arrive proche, c'est vraiment spectaculaire. Puis, mais vous voyez comment une compagnie d'assurance, c'est pas qu'ils sont machiavéliques, c'est pas qu'ils sont sournois, c'est pas qu'ils veulent réellement faire du profit sur le dos des consommateurs. La réalité, c'est la suivante. Ils sont en compétition avec d'autres assureurs. S'il y a un assureur qui a une meilleure information que les autres, qui est capable de mieux identifier un risque que les autres, il va se produire un phénomène d'antisélection qui va amplifier très rapidement, à part de ça, la marge de profitabilité de l'assureur qui a découvert le poteau rose, puis qui va scraper complètement la profitabilité des autres dans un court laps de temps. C'est ce qui fait que le marché de l'assurance est aussi compétitif, honnêtement. Oui, puis surtout, c'est que tu joues sur la loi des grands nombres. Tu peux Oh, pas oui. vraiment. Je veux dire, les gens qui pensent que la compagnie d'assurance regarde ton dossier et ils se disent je vais discriminer ce dude-là. Non, non, ce qui se passe, c'est que tu as à toute fin pratique un algorithme que les gars d'assurance ont. Puis ce qu'ils sont en train de faire, c'est checker les petites boîtes pour voir dans quelle catégorie de prix te mettre. Ils n'ont pas le temps de gérer chaque cas individuellement puis de lire ton dossier et d'essayer d'être méchant avec toi. La seule manière que tu fais du revenu avec de l'assurance, c'est qu'il faut que tu aies un pool gigantesque. Ah, puis la marge de profit là, est minuscule dans le prix. Parce que c'est super facile d'entrer sur le marché. Oui, mais quand même, c'est tough. Il y a des exigences de capitaux minimum, des choses comme ça, mais... OK, je reformule. Si tu n'avais pas ces réglementations-là, faire de l'assurance, c'est super facile. Tu as les primes en avance puis tu as les paiements plus tard. Là. Surtout que l'information est comme disponible direct là, tu as juste à observer le comportement des gens, puis tu as toute l'information qu'il te faut pour entrer sur le marché. Si tu vois un mispricing, tu rentres. Oui, puis les gens s'imaginent que la portion de profit sur une prime d'assurance est gigantesque. Non, c'est tout petit. Une compagnie d'assurance qui va faire 1 milliard de primes dans une année, elle peut finir l'année avec 30 millions de profits. Là. Ce qui fait le calcul est complètement ridicule. Ben c'est ça, j'allais te poser la question. Mon gut feeling, c'est que si je prends la marge de profit moyenne de toutes les entreprises dans une économie, là, je m'attends, mettons, en fait, ce que la bourse donne, environ 7 % mettons, comme marge de profit moyenne. Je ne serais pas surpris que les compagnies d'assurance sont en dessous, donc sur leur operating profit, parce que justement, c'est une industrie tellement compétitive que tu n'as pas une tonne de profit qui se produit. Puis ce n'est pas une industrie qui est super à risque. Le entry qui est relativement facile. Fait que dès que tu charges un petit peu plus, tout le monde va. Il y a des gens qui vont rentrer. Je ne serais pas surpris que ce soit genre, mettons, versus 7-5 %, mettons. En fait, ce qui arrive, puis je pense que c'est l'erreur que les gens font beaucoup avec l'analyse financière, c'est que la profitabilité, tu sais, le fameux, on dit toujours en business, tu veux faire 15 %. Tout le monde a ce chiffre-là dans la tête, le chiffre magique de 15, peu importe. Mais les gens oublient que le profit n'est jamais calculé en fonction du revenu. Le profit est toujours calculé en fonction du capital. Ce que tu veux réellement avoir en business, c'est un retour sur investissement. Donc, combien de capital j'ai investi et quel profit j'ai dégagé grâce à ce capital-là. La réalité, c'est la suivante, c'est qu'une compagnie d'assurance va charger des primes, ça c'est le prix que les gens payent, les revenus, autrement dit, qu'ils vont avoir, c'est les primes que les gens ont payées.
les revenus vont être gigantesques. Seule affaire, c'est que le profit par rapport à ces revenus-là va être infiniment petit parce que le profit n'est pas calculé pour les assureurs en fonction des revenus ou des primes. Il est calculé en fonction du capital qui a été investi. Le capital, souvent, c'est un capital qui est quand même réglementé. Donc, il faut que tu aies du capital suffisant pour supporter ton entreprise. Avec genre le capital excédentaire légal ou les fonds accessibles. J'oublie tout le temps ces espèces de définitions-là. Ça ne devrait pas exister, soit dit en passant. Les seules restrictions qui devraient exister, là, soyons honnêtes, là, c'est celles où est-ce qu'un donateur, disons, donne à un institut ou à une charité, puis il dit, tu n'as pas le droit de te servir de mon capital que je te donne pour faire X ou Y activité, puis là, tu as comme un capital restreint. Là, ça fait du sens. Mais quand l'État dit, il faut que tu ailles un pool avec cette composition-là de risque pour que tu stabilises, tu penses-tu vraiment que les réglementateurs, je m'excuse, mais les gens qui réglementent à l'Autorité des marchés financiers ou à Finance Canada, ils ne comprennent pas mieux le marché qu'une banque ou une compagnie d'assurance. Non, exact. Puis quand ils disent, je veux juste gosser là-dessus, quand ils disent c'est parce qu'on voudrait garder des petites firmes dans le marché, mais des fois, c'est pas bien d'avoir des petites firmes. Ça fait le contraire. Des fois, c'est peut-être bien d'avoir plus de grosses firmes qui se spécialisent là-dedans. Tu sais, j'ai ça l'idée qu'il faut toujours. Ça m'écoeure. Small is beautiful, Vincent. Non, en fait, tu veux. Mais ça, c'est débile. Là, on fait du coq à l'âne, ça n'a aucun bon sens, mais small is beautiful, c'est l'idée économique la plus niaiseuse qu'il n'y a pas. Parce que ce que tu veux, en fait, premièrement, les grosses firmes ont des économies d'échelle. Les grosses firmes ont des rendements sur le capital humain à l'intérieur de celle-ci qui sont supérieurs aux plus petites firmes. Donc, si tu prends juste, comme tu regardes les salaires des gens, tu compares le salaire d'un gars dans une PME versus un gars dans une entreprise de 500 employés et plus, il y a une différence d'à peu près 35 dans la rémunération. Toutes choses étant égales par ailleurs, juste parce que tu travailles dans une plus grosse boîte. Fait que, les grosses boîtes, c'est bien. La question, c'est quoi le nombre optimal de grosses boîtes? Bien, il y a des choses que les grosses boîtes ne devraient peut-être pas faire parce que c'est stupide de se spécialiser là-dedans. Donc, disons, ça fait peut-être du sens pour IBM d'embaucher une petite compagnie de concierges qui viennent le faire plutôt que de, eux, avoir un département des services des services de conciergerie, pas de conciergerie. Mais conciergerie, je pense à la personne à l'arrivée de l'hôtel. Ouais, exact. Je pense, mais tu sais, janitorial services, ben, tu ne veux pas avoir une division pour ça. Tu n'es pas spécialisé dans produire ça, tu es spécialisé dans produire des ordinateurs. C'est de l'entretien, tout simplement, ici. Ben, c'est ça. Ben, d'entretien ménager ou d'entretien de commerciaux, ben, ces choses-là, tu veux peut-être avoir une petite firme. Mais là, ce que c'est que tu essaies de trouver les complémentarités entre les firmes, contraints par le coût de faire un contrat entre deux firmes. Mais small is beautiful, c'est uniquement en fonction de how small and how big. Est-ce que c'est parce que c'est super cheap de faire des petites entreprises puis c'est trop coûteux de faire des grosses? Dans ce cas, tu dois avoir plus de petites. Mais si c'est super coûteux de produire le même service dans une petite que dans une grosse, pourquoi tu n'aurais pas une grosse? En fait, moi, pour avoir, je suis quand même patron d'une petite entreprise. Là. Puis, honnêtement, je n'ai pas l'impression que notre compétitivité est réellement liée au niveau de l'économie d'échelle, justement, au contraire. On n'en a pas, ni au niveau marketing. Je veux dire, les départements légaux, je veux dire, si j'ai affronté une grande banque, tout ça, je veux dire, ma petite PME versus une banque, je veux dire, je ne m'essaye même pas au point de vue légal d'affronter Desjardins. Là, ça ne me tente même pas de penser une seconde à le faire. Je pense que notre compétitivité au niveau de la petite entreprise est réellement dans la versatilité, dans l'agilité, dans la personnalisation, le marché de niche, ces choses-là. Et tu ne pourrais pas faire ça si tu étais gros, par contre. Exactement. Tandis que la grosse entreprise, on parle de volume, on parle de marketing de masse, on parle justement de capital humain qui est important. C'est sûr que l'employé se sent un peu plus traité comme un numéro, mais en même temps, il va avoir beaucoup plus de sécurité d'emploi, plus de prévisibilité dans ses salaires dans le futur, des choses comme ça, possibilité d'avancement. On va demander du multitasking dans la PME, on va demander des listes de tâches très définies dans la grande entreprise. Mais ça revient à ce qu'on jasait, toi puis moi, quand on parlait des différences compensatoires avec Frank, l'idée que les gens peuvent des fois occuper des jobs différents en fonction des inconvénients ou les bénéfices de ce job-là. Ben, peut-être que tes employés
par exemple, les employés dans des PME, peut-être qu'ils valorisent d'autres choses Exact. que les gens qui se retrouvent dans d'autres firmes. Peut-être que, par exemple, le fait que tu es plus flexible puis que tu valorises, disons, par exemple, le contact humain avec le boss, que tu veux voir ton boss, le boss, c'est important pour toi, bien, peut-être que tu es prêt à prendre une petite prime, une petite cote salariale relativement à l'alternative. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a encore même à l'intérieur d'une même industrie des différences de salaire. Parce que tu t'attendrais à ce que les salaires sont les mêmes à travers toutes les compagnies. Mais non, parce que tu as des gens avec avec des contraintes différentes, des préférences différentes, des courbes d'utilité différentes. Fait qu'est-ce que les gens font? Bien, des choix différents. Tu as toujours des salaires qui ne sont pas toujours égaux, mais parce que les caractéristiques des emplois et les caractéristiques des firmes ne sont pas égales pour commencer. Donc, les gens qui disent small is beautiful, ils ne comprennent pas qu'on s'en sacre. On s'en contrefiche de la taille d'une entreprise. La question, c'est, étant donné ta clientèle, étant donné la demande, puis étant donné le coût des facteurs de production de tes employés, ton capital, puis tout ça, c'est quoi qui est optimal de faire? Des fois, ça peut être plus de petites firmes, des fois, ça va être plus de grosses firmes. Si les gens veulent des services hyper personnalisés, des grosses firmes, c'est peut-être pas la meilleure chose. Si les gens s'en foutent, comme un sac de chips, c'est un sac de chips, c'est un sac de chips, que ce soit Lay's ou personnel, on s'en sac. Mais dans ce cas-là, les gens vont aller vers des grandes chaînes ou des grandes marques au lieu d'aller vers des trucs personnalisés ou c'est les chips faits maison d'une place en particulier ou d'un restaurant particulier qui fait ses propres chips. Je prends des exemples hypothétiques, mais l'idée, c'est que si tu veux un truc, si tu te fous de la variété, ben OK, fine. Tu vas pouvoir probablement avoir plus de grandes firmes qui uniformisent, mais il faut que tu réalises qu'à l'intérieur de chaque firme, ils ont chacun des caractéristiques différentes et des choses qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire. Une grande firme ne peut jamais varier massivement ses produits. Une petite firme a peut-être des coûts par unité un petit peu plus élevés, mais a une plus grande capacité de s'adapter, de contacter le client, d'interagir avec. Peut-être que certains clients valorisent ça davantage que le prix. Mais tu essaies aussi de matcher sur ces caractéristiques-là plus que juste uniquement le prix. Là. Si les journalistes pouvaient comprendre de quoi, là, sur comment les marchés fonctionnent, ils seraient capables, putain, de s'enlever cette espèce d'idée de la compétition pure et parfaite dans la tête, puis peut-être qu'ils seraient un peu plus éduqués. Écoute, tout le long du speech que tu viens de faire, je voyais le logo de l'UPA en arrière de toi. Parce que c'est là qu'on l'entend le plus souvent, cette critique-là. Parce que, écoute, quand on arrive, puis on a eu à critiquer un petit peu les quotas de lait au fil du temps, puis on a réussi à le faire sans se faire percer nos pneus. J'avais pas de char avant, fait que c'est jamais arrivé. Ouais, là, watch tes pneus à cette heure. Mais on se le fait tout le temps dire, ouais, mais là, vous allez tuer la ferme familiale, vous allez tuer l'agriculture. Don't care. Exact. Puis l'argument souvent qui est avancé pour l'abolition un peu des quotas de lait, l'augmentation de la compétitivité, c'est souvent que justement, il faut améliorer la productivité des fermes, des choses comme ça, par exemple. Puis, ce qu'on observait, puis là, écoute, c'est des vieilles études que j'avais regardées dans le temps, puis toujours en surface, je ne suis pas un gars de profondeur comme toi, là, je l'avoue candidement. Mais là, souvent, ce qu'on se rendrait compte, c'est qu'effectivement, oui, on tuait quand même beaucoup de fermes la journée qu'on laissait tomber les papiers millionnaires. Mais on se ramassait dans une position aussi où est-ce que oui, il y avait moins de fermes, sauf qu'il y a quand même plus de productivité dans les nouvelles fermes. Ils étaient beaucoup plus grosses, beaucoup plus robotisées, beaucoup plus de capital investi et éventuellement même un peu plus profitable pour ceux qui avaient survécu à la transition. Ben, en fait, je vais faire un pushback, puis ça va être étrange ce que je vais dire, mais la gestion de l'offre n'a pas affecté négativement la productivité au Canada. Du moins pas dans la productivité de la production physique. Parce que ce qui se passe, c'est que le quota de production, l'effet qu'il y a, c'est que si tu produis plus, mieux, tous les gains de productivité sont retransférés dans le prix de ton quota que tu vas revendre plus tard. Le problème, c'est quand tu mesures la productivité en fonction des coûts de production. Ben, c'est qui assume le coût de production? Ce n'est pas celui qui a acheté au prix à la période précédente avant la nouvelle technologie, donc disons une nouvelle treilleuse qui fonctionne super bien. Mais lui, il paye à l'ancien prix. Lui, sa productivité a augmenté, il produit plus de litres de lait par vache, etc., etc. Mais quand il va le revendre, ben, le coût du nouveau gars, lui, ses coûts vont avoir augmenté pour refléter ça. Donc, quand tu mesures la productivité en termes de litres de lait par vache,
Le Canada ressemble beaucoup aux États-Unis où est-ce qu'il n'y a pas de gestion de l'offre. Le problème, c'est quand tu regardes le coût du lait des dernières fermes qui sont rentrées sur le marché, le coût du lait produit par vache, c'est là que tu vois que la productivité en termes monétaires est complètement atroce au Canada. Parce que le papier a coûté trop cher, dans le fond. Exactement. Toute la productivité était capitalisée pour le gars qui était là avant la nouvelle invention, puis lui, il a juste revendu à un prix plus élevé. Fait que ce qui se passe, c'est que quand les gens disent ça tue les petites fermes, non, ils sont déjà en train de mourir. Le mécanisme que je viens de te décrire fait en sorte que les petites fermes sont les gars qui rentrent maintenant, là, ceux qui rachètent le permis de leurs parents. C'est les dindons de la farce. Ben, c'est les dindons de la farce, mais eux se retrouvent aussi à fermer à cause de ça, indépendamment de la gestion de l'offre. En fait, dans ce cas-ci, c'est que la gestion de l'offre produit le même résultat. Donc, si tu regardes depuis, disons, 1970 et tu regardes tous les types de production différentes, le porc, le lait, le poulet, mais aussi, par exemple, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, c'est la même proportion de fermes qui ont fermé. Écoute, fait que le nombre de fermes pour tous les secteurs, entre 90 et 95 des fermes ont disparu, donc le nombre. Mais c'est logique. Mais la gestion de l'offre n'a pas sauvé. Le différentiel n'a pas l'air d'avoir été là. Tout simplement parce que la gestion de l'offre, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tue les petites fermes familiales. Fait que quand les gens disent « tu vas tuer les petites fermes », bien, premièrement, la gestion de l'offre le fait déjà très bien, d'une part. Mais d'autre part, who cares? Parce que de manière qu'on ça fait 200 ans qu'on élimine les petites fermes familiales. Je veux dire, 90 des Canadiens travaillaient dans le monde agricole en 1820. Écoute, le manque de relève, on l'entend depuis longtemps, là. Puis, c'est justement avec la mécanisation, l'automatisation, la robotisation. Les OGM, les grands transports internationaux, les meilleures technologies de conservation, les meilleures technologies d'irrigation. Les moissonneuses-batteuses, là, ils ont 45 pieds de large si ce n'est pas 50. Je veux dire, on est rendu là. On est rendu dans ce niveau de productivité-là, tout simplement. Mais tu sais, pour répondre aux gens qui chignent sur l'agriculture, là, entre toi et moi, qu'est-ce que tu préfères? Qu'on soit capable que tous les gens de la Terre produisent un petit peu de leur nourriture ou qu'un seul dude, avec un arpent de terre, soit capable de nourrir les 8 milliards de personnes sur Terre? J'en prendrais un petit peu plus. Je veux qu'ils se compétitionnent un petit peu. Non, mais mettons que j'exagère. Là. Lequel des deux est normativement supérieur? On est en train de dire que ce gars-là est tellement bon à être agriculteur qu'il est capable de nourrir les 8 milliards d'êtres humains. Puis pas prendre trop de place, de nous laisser les belles... Oui, exact. Puis laisse-nous les belles terres pour mettre des grosses villes dessus. Là. Oui, puis sa ferme est genre dans le fin fond de l'Abitibi. C'est pas une ferme dans les beaux lopins de terre au Québec, genre dans Beauharnois ou des spots comme ça. Là. Ah non, il est sur de la roche. Il est quand même capable de nourrir les 8 milliards de personnes avec un arpent de roche. Bien, ce gars-là, on devrait être super content qu'il soit là. Là, je sais que c'est du ad reductio absurdum, mais l'idée d'une réduction comme ça, c'est de voir que tu devrais vouloir ça, tu devrais vouloir que ça devienne tellement trivial en termes de ressources économiques de fournir ce bien essentiel qu'est la nourriture, que tu as besoin de si peu d'intrants. Quand les gens disent on devrait encourager l'agriculture, non, on devrait vouloir le moins d'agriculteurs possible qui produisent le plus possible, au plus bas coût possible. Comme ça, on libère des millions d'acres de forêt. En fait, la gestion d'eau, probablement... Tu veux juste manger de la viande pleine d'antibiotiques. Ben, j'adore le 3D meat printing. Je veux dire, pas que je trouve que ça goûte bon, mais pense juste à comment ça c'est pas déjà fait, ça. Ça existe. Bien, ça se fait déjà. Mais je pense pas que tu vas avoir beaucoup de consommation de viande pour ça, mais tu vas probablement avoir de la consommation pour les cuire, pour les substituts. Fait que, les gens, pas les substituts, mais genre les espèces de, mettons, sur une pizza que tu fais chez Domino's ou quelque chose comme ça. Où est-ce que la qualité de la viande est beaucoup moins importante comme caractéristique dans une pizza que ce l'est sur un steak. Mais tu vas avoir des portions du marché de la viande qui vont être concentrées là-dessus. Puis le prix est encore assez élevé, mais il y a 10 ans, quand les premiers 3D meat printing se faisaient, le prix, c'était comme 1200, 1300 piastres la livre. On est rendu comme à 50. Je veux dire, je regarde la baisse de prix là, dans le terme du fait qu'ils sont capables de réduire les coûts. Donne-y un autre 10 ans, puis je ne serais pas surpris que demain matin, il ne restera plus rien en termes de production avec
des vaches, disons, pour le cuir en soi. Mais c'est super, ça, c'est qu'on prend moins de ressources. On libère. Tu sais, pense juste, imaginer qu'on était tellement productif au Canada qu'on avait juste besoin, disons, 200 arpents. Mais qu'est-ce que les autres arpents feraient? Bien, ils retourneraient à la nature et les arbres repousseraient, ils feraient de la séquestration de carbone. En reséquestrant le carbone, ils réduiraient le réchauffement climatique. Tu aurais plein de bénéfices comme ça qui se produiraient. Le coût de l'espace qu'on occupe diminuerait aussi parce que l'offre de terre aurait augmenté. Je veux dire, il y a encore des terres agricoles à Laval. Je veux dire, à côté de Montréal. Il y a des fermes sur l'île de Montréal. Donc, tu sais, tu ajoutes ces choses-là, puis tu en viens à dire, bien, il y a vraiment un coût qu'on ne voit pas des politiques agricoles, des politiques de subvention, qui, honnête, je pense, ben, sont beaucoup plus larges que tous les bénéfices que les défenseurs ont. Hey, on y va dessus avec ça? Moi, je pense qu'on s'est bien amusé aujourd'hui. Hein? Oh, oui. Puis, moins de structure, ça paraît quand Frank n'est pas là. C'est lui qui amène la structure dans la gang. Hein? Oui, c'est ça. C'est toi et moi qui sont les problèmes.